Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision pour cette nouvelle édition de votre programme C'est Hebdo qui s'intéresse aujourd'hui à deux actualités majeures qui préoccupent. D'abord, inscription sur les listes électorales lors de la première session ordinaire du Conseil électoral d'Elections Cameroun qui s'est déroulée à Yaoundé le 28 mars. L'organisme a annoncé avoir enregistré 144 817 nouveaux électeurs depuis l'ouverture des inscriptions le 1er janvier, et ce qui porte le total d'inscrits sur les listes électorales du Cameroun désormais à 7,5 millions pour une population estimée à environ 30 millions d'habitants, selon le directeur général de l'ECAM. Parmi les nouveaux inscrits des 3 premiers mois de cette année, l'on compte 90 124 femmes, 101 848 jeunes et 129 personnes handicapées. L'organisme a prévu de passer de 7,3 millions à plus de 7,5 millions d'inscrits à l'issue de la révision des listes électorales de cette année. Si l'ECAM se réjouit des résultats obtenus sur le terrain, les observateurs politiques estiment que l'on peut mieux faire en mettant en place des mécanismes qui vont susciter plus d'engouement auprès des populations afin qu'elles s'inscrivent davantage sur les listes électorales. D'où la problématique du jour qui vise à évaluer les moyens d'inscription, les résultats et proposer des solutions pour convaincre les Camerounais à se faire enrôler massivement afin de participer aux jeux politiques. Aussi, affaire MINSEP, FECAFOOT, on en parle. Bien évidemment, suite à la nomination mardi dernier de Marc Brice et son staff à la tête de l'équipe nationale par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football rejette la décision. La FECAFOOT, en réaction, affirme avoir été tenu à l'écart du processus de présélection et recrutement de ses personnels, malgré ses compétences réglementaires établies par le décret du 26 septembre 2014. La FECAFOOT dit ne pas se reconnaître et ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement. En riposte, dans une lettre adressée à la FECAFOOT, le ministre des Sports indique que la décision a été prise conformément non seulement à la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football, mais aussi conformément aux instructions du chef de l'État dans son message à la jeunesse le 10 février 2024. Un imbroglio autour des tests qui pourra certainement avoir un impact sur les performances des Lions, quid de l'image du Cameroun et surtout des sanctions internationales qui pèsent éventuellement sur l'équipe nationale. Voilà qui constitue le menu de cette édition du 7 avril 2024. Bienvenue à tous. Maître Simon Serge Kaka, vous êtes avocat. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, bonjour à tous les copanélistes, bonjour aux nombreux téléspectateurs de STV Télévision et bien entendu bonjour à tous les Camerounais et surtout bonjour à tous les militants de l'Union de population du Cameroun. Maître, je vous accueille avec cette question d'entrée, recensement des populations. Le gouvernement est à la recherche des financements. Sur un budget de 64 milliards prévu, l'État a déjà mobilisé 42 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Économie, au cours du Conseil des ministres le 28 mars dernier, a indiqué que le gouvernement a engagé des démarches auprès des partenaires techniques et financiers pour collecter cette enveloppe. 64 milliards à mettre pour le recensement. Plusieurs Camerounais estiment que le gouvernement devrait se concentrer sur les problèmes prioritaires, notamment la lutte contre la vie chère. Vous êtes de cet avis? Bon, je pense que je peux vous dire de manière péremptoire que je suis totalement de cet avis, parce qu'en réalité, dans un pays où la population rencontre des difficultés existentielles, je pense que un projet comme celui-là est totalement budgétivore. Vous comprenez? 64 milliards dans le contexte actuel dans notre pays qui tire le diable par la queue, j'avoue que c'est un projet qui, de mon point de vue, n'est pas prioritaire. Vous savez, moi j'ai été formé à l'école de la gouvernance et dans la gouvernance, on nous apprend toujours ce qu'on appelle la gestion des priorités. C'est ça en réalité l'un des piliers de la gouvernance. Parce que lorsque vous avez une population qui, en réalité, n'a pas accès aux services sociaux de base comme notre pays. Parce que lorsqu'on parle des services sociaux de base, il faut regarder l'éducation, il faut regarder la santé,
il faut regarder le transport, il faut regarder le logement des populations. Et il y a un problème de route dans notre pays. Regardez, faites le tour d'une ville comme Douala, vous allez vous rendre compte que les populations de notre capitale économique tirent véritablement le diable par la queue. Beaucoup ont de la peine à se déplacer, beaucoup ont de la peine à manger, beaucoup ont de la peine à assurer la santé de leur famille, beaucoup ont de la peine à envoyer leurs enfants à l'école. Et on vient vous dire que l'État cherche 64 milliards pour recenser les populations. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Moi, j'habite une zone. Ça, je profite de cette tribune pour le dire de manière solennelle. J'habite une zone qui est presque sinistre aujourd'hui. Parce que lorsque vous faites le trajet PK14, PK21, mon ami, la population tire le diable. Il n'y a pas de route. C'est vrai qu'il y a eu une espèce d'embellie que nous enrichissons ces derniers mois avec les travaux de lacement à la route qui ont été réalisés. Mais aujourd'hui, les populations de cette zone vivent dans une poussière pour partir de PK21 à PK14. C'est très grave. Tout le monde vous dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut attendre qu'on ait suffisamment de ressources pour bitumer la route. Mais les gens se battent à Yaoundé pour trouver des ressources pour procéder au recensement. Je trouve que c'est une incongruité, c'est un projet qui n'intéresse pas les Camerounais et de mon point de vue, c'est un projet totalement budgétivore. D'accord. Marlise Doualabel, vous êtes militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir convié. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à mes camarades qui certainement suivent cette émission. Je peux continuer pour aller dans... Dans son sens? Oui, dans son sens, mais pour dire que moi je pense que cet exercice est fondamental parce que il a évoqué les insuffisances par rapport aux services de base que seraient le logement, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais la base, c'est quand même le recensement, parce que c'est la démographie qui est le premier facteur qu'il faut intégrer dans ces prévisions. Parce que comment savoir combien il nous faut de maisons, combien il nous faut d'hôpitaux, etc. si nous n'avons pas les chiffres exacts, si nous ne savons pas nous compter, pour dire simplement. Donc c'est vrai que ça a un coût, mais je pense que c'est nécessaire. Rendu là où nous sommes rendus, c'est nécessaire de faire le point sur la démographie. D'accord, Marlise, je vous accueille aussi avec cette autre question sur votre parti. 6 avril 1984, 6 avril 2024. Voilà 40 ans que le Cameroun a vécu une tentative de coup d'État contre le président Paul Biya, qui venait à peine de prendre le pouvoir. Est-ce que selon vous, cet événement qui est aujourd'hui resté symbolique dans l'histoire politique du Cameroun a eu depuis ce temps un impact dans le fonctionnement des institutions camerounaises? Clairement. Et puis vous savez, quand il y a ce genre de situation de crise, les impacts ne sont pas seulement à moyen terme. Souvent, certains des dysfonctionnements qu'on observe aujourd'hui prennent bien leur source dans cet événement qui a failli diviser notre pays et le faire partir en éclats. Heureusement que nous avons à la tête un président qui a su juguler tout ça et ramener les Camerounais sur la construction du pays. Mais vous allez voir, la réaction des uns et des autres est souvent marquée par cet événement important que nous avons vécu, malheureusement. Emmanuel Mahop, vous êtes analyste sportif. Bonjour, merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Olivier, je salue mes co-débattants. Je pense à tous ceux qui nous regardent, je pense aux techniciens grâce à qui on peut être écouté. Je pense à tous ceux qui œuvrent pour le foot, pour la bonne marche du foot au Cameroun. J'ai une pensée pour les présidents de club qui sont actuellement au play-off, voyez-vous. Une pensée également pour l'un de nos dignes représentants en ce moment, André Onana, qui dans quelques heures va jouer un match importantissime. Dans le cadre de la Première Ligue anglaise, voilà, il recevra Liverpool à Manchester pour la 214e fois, voyez-vous. Et lui lancera aujourd'hui à son 42e match, toute compétition confondue avec Manchester United, qui n'en a joué que 43. Donc autrement dit, André n'en a manqué qu'un. C'est sympa et je m'en serais voulu de ne pas lui faire un coucou et lui envoyer les énergies positives à quelques heures de cette rencontre importante ici.
Alors, Emmanuel, je vous appelle avec cette autre question, encore des inondations à Yaoundé. Le lieu-dit lac municipal était bloqué jeudi dernier à la suite d'une pluie diluvienne, vous le savez, qui s'est abattue sur la capitale. Presque toute la ville était paralysée durant environ une journée, malgré les descentes. Les équipes techniques sur place, une inondation de plus ou de trop dans la capitale, Emmanuel. Les autorités peinent-elles à assainir la ville? Non, elles ne peinent pas. En réalité, ça n'est pas l'apanage de Yaoundé seulement. Ça n'est pas l'apanage de Douala non plus. Est-ce que ça arrive régulièrement? Voyez-vous, on est en pré-saison des grandes pluies, on va le dire comme ça. Donc, évidemment, peut-être qu'en amont, compte tenu du fait que les populations en réalité n'étaient pas celles actuelles, c'est-à-dire en termes de capacité, certaines choses peut-être n'avaient pas été faites pour le ruissellement des eaux, je vais le dire comme ça. Je n'en suis pas un spécialiste, j'ai l'honnêteté intellectuelle sur le plateau de le reconnaître. Après, qu'il y ait inondation, honnêtement, voilà, on ne va pas arrêter la météo, c'est naturel, voyez-vous. Mais ce n'est pas l'apanage du Cameroun seulement, ce n'est pas l'apanage de Yaoundé, de Douala. On en a vu au bord de la Seine, l'honorable le sait mieux que moi, certaines inondations à Paris, certaines inondations dans certaines grandes villes. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire où j'ai couvert la Coupe d'Afrique pendant une cinquaine de semaines, en toute honnêteté. Mon frangin ivoirien nous ont dit que cette Coupe d'Afrique n'aurait pas pu se jouer en dehors que la période indiquée. Ça veut dire que si on l'avait fait jouer en juin-juillet, forcément à Abidjan, ça aurait été la catastrophe sur ce plan-là. Donc, on ne va pas dire que c'est l'apanage du Cameroun, ça se passe partout, même à Paris, dont on sait que, voilà, pour les Français, qu'elle est la meilleure ville du monde. Donc, voilà, aux autorités en place, notamment aux mairies, etc., aux techniciens, aux technocrates de la chose, de penser à faire en sorte qu'il y ait des zones de ruissellement des eaux pour que, in fine, voilà, qu'on ne connaisse pas ces inondations. Vous avez, pour finir là-dessus, il ne vous a pas échappé que le président de la République, même le premier sportif du Cameroun, le chef de l'État, qu'il ait connu ces problèmes à un moment donné, au niveau de la poste centrale, ou du moins au niveau entre lancer des tireurs présidentiels. Il y avait justement le Fundi qui était sorti de ses eaux, le président de la République s'amenait, il s'était inondé de partout. Donc voilà. Rappelons que nous attendons comme quatrième invité Célestin Ndiamène qui va forcément nous rejoindre d'un moment à l'autre. Le temps pour nous d'entrer dans le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, inscription sur les listes électorales lors de la première session ordinaire du Conseil électoral d'Elections Cameroun qui s'est déroulée à Yaoundé le 28 mars dernier. L'organisme a annoncé avoir enregistré 144 817 nouveaux électeurs depuis l'ouverture des inscriptions le 1er janvier, ce qui porte le nombre total d'inscrits sur les listes électorales du Cameroun désormais à 7,5 millions pour une population estimée à environ 30 millions d'habitants. La première question, je vous la pose, Maître Kak. 6 667 inscrits en 2018. En 2024, nous sommes à 7,5 millions, soit une progression d'environ 1 million en 6 ans. Est-ce qu'on pouvait mieux faire, à votre avis? Je pense qu'on peut mieux faire. Hein. C'est pour ça que je profite de votre tribune pour lancer comment dirais-je, pour faire un appel solennel à ce que j'appelle la dynamique des forces alternatives. Il faut savoir que pour vous, nous qui sommes là pour travailler pour une alternance politique en 2025, nous devons comprendre que nous devons apporter une contribution déterminante auprès des populations pour que tout le monde essaie, autant que faire se peut, de s'inscrire sur la liste électorale. Ça, je le dis ici, parce qu'en réalité, lorsque nous revenons sur les détails que vous venez de nous donner, il va de soi que les grandes inscriptions, on les a enregistrées en 2018. Bon, vous savez très bien, c'était quand même une année électorale. Hein. Vous savez, chaque fois qu'il y a une année électorale, il y a une espèce d'engouement qui se crée au niveau des populations qui veulent absolument participer, j'allais dire, à cette dynamique électorale. C'est vrai qu'on ne parlait pas d'alternance en 2018. Enfin, on en parle régulièrement pour 2025. Non, écoutez, vous avez cette manie, donc, Emmanuel, d'interrompre les companélistes. Mais je dis, non, restons un peu lucides, restons un peu structurés. Ce que je veux faire observer, c'est que en 2018, nous étions à une année électorale. Beaucoup de gens se sont inscrits parce que beaucoup de gens avaient cru qu'ils pouvaient
impulser une dynamique alternative cette année-là. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on avait prévu. Bon, cette dynamique, ou alors cet engouement est retombé. C'est pour ça qu'en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, on a eu l'impression que beaucoup de gens n'étaient pas motivés à aller s'inscrire. Mais là, maintenant, nous sommes à la veille d'une autre année électorale, en 2025. Et bien entendu, il y aura d'autres élections qui se profilent à l'horizon. Donc, c'est l'occasion pour nous, acteurs politiques, d'attirer ou bien d'interpeller les populations. Leur dire, le moment est encore arrivé. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se leurrer, tous les Camerounais, du moins les Camerounais dans leur immense majorité, ont soif du changement. Tout le monde presque veut le changement aujourd'hui au Cameroun. Mais on ne peut pas parvenir à ce changement systémique, parce qu'en réalité, là également, je tiens à le faire. Ce n'est pas un simple changement d'homme que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent un changement du système. Pour parvenir à ce changement du système, il faut que tous les Camerounais s'inscrivent dans une dynamique participative où chacun se sent concerné chaque fois qu'on vous parle d'une élection. Donc, le premier exercice auquel les Camerounais doivent se livrer, c'est les inscriptions sur la liste électorale. Donc, je profite de cette tribune pour chuter, pour appeler les Camerounais qui sont encore, j'allais dire, réfractaires aux inscriptions, d'aller le faire. Et maintenant, je ne sais pas, au niveau de comment on appelle ça, Elecam, toutes les dispositions sont prises pour favoriser ces inscriptions. Mais je pense qu'à ce niveau également, les populations, les partis politiques doivent jouer un rôle majeur. Les partis politiques doivent trouver des stratagèmes pour amener les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Marie-Isabelle, oui. Dites-moi, à votre avis, pourquoi les inscriptions sur les listes électorales pétinent au Cameroun? Bon, les personnes qui ont travaillé sur la question ont identifié différentes raisons, logistiques, financières, organisationnelles, etc. Il y a plusieurs facteurs qui ralentissent ou alors qui gênent une inscription massive. Mais je pense qu'il y a surtout l'attitude citoyenne. Beaucoup de gens n'y vont pas non plus. Les camps se déplacent sur la demande des groupes organisés comme les partis politiques, comme les associations, etc. Mais très peu de gens vont vers Elecam, et pourtant ces personnes ne sont pas inscrites. Donc, au-delà donc de tous ces facteurs qui ont été évoqués par Elecam lui-même, je pense qu'il y a surtout le travail que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas des gouvernants. Je veux dire, moi, RDPC, je ne suis pas gouvernant, je suis un parti politique. J'ai inscrit le maximum de personnes que je pouvais inscrire. Je peux même dire que l'essentiel de ce vivier électoral est sympathisant du RDPC. Et d'ailleurs, les résultats le prouvent à chaque fois. Donc, c'est aux autres de faire un effort particulier. Mais moi-même aussi, je me sens dans l'obligation de me poser la question de savoir pourquoi on ne progresse pas plus, pourquoi on ne va pas plus vite. Et donc, également, j'ai du travail à faire dans mon environnement et au-delà de mon environnement pour sensibiliser et dire aux gens que quand vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit de questionner la gouvernance. Ce qui vous donne la force de questionner la gouvernance, c'est quand vous-même, vous remplissez votre part de travail, c'est-à-dire être citoyen. Emmanuel Maop, oui. Est-ce que le problème serait, à votre avis, la stratégie mise en place par Elecam pour inscrire les Camerounais sur le terrain? L'élection de Cameroun, vous allez interroger le chargé de marketing, en toute honnêteté. Mais je voudrais dire d'entrée de jeu, pour vous répondre, que ça devrait être automatique. En d'autres, je suis sur d'autres lieux, quand on a atteint l'âge de la majorité, de fait, justement, on a l'âge de participer aux décisions de son pays, de ceux qui gouvernent, de ceux qui dirigent, etc. Ça devrait être ça, je pense qu'on va tendre à cela. À un moment donné, de la vie politique du pays du Cameroun. C'est très important de le noter. Bon, et maintenant, il y a aussi d'autres facteurs. L'honorable a fait
a essayé d'apporter les explications qui, pour elle, semblent plausibles. Voilà, je ne les battrai pas en brèche, mais je voudrais aussi ajouter qu'il y a un contexte dont il faut donner compte. Évidemment, du point de vue de l'opposition, des opposants, justement, d'aucuns, du moins la grande majorité, se dit ça sert presque à rien, parce qu'à chaque fois qu'il y a élection, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se tord la part du lion. Bon gré mal gré, j'en sais rien. Et après, il peut avoir ce découragement. Tu dis, tiens, Maître en parlait maintenant pour 2018. Tant bien même on a envie qu'il y ait un changement, tant bien même on voudrait qu'il y ait d'autres personnes, que le régime en lui-même change. Non pas seulement avec les hommes, mais avec la manière de faire, la manière de penser, comme le disait Maître tout à l'heure. Voilà, on est voué à un échec. Donc ça ne sert presque plus à rien, justement, d'aller s'inscrire. Parce qu'in fine, que nous soyons inscrits, que nous votions ou non, voyez-vous, le résultat, il sera le même. Bon, ça peut être une explication, en toute honnêteté. Mais après, du point de vue de l'élection de Cameroun, évidemment, je n'appartiens pas à cet organisme. Ce serait sympa, justement, un an avant les élections, qu'au Cameroun, sur 30 millions d'habitants, je ne sais pas quel est le ratio pour ceux qui sont en âge de voter, mais qu'on ait sensiblement, justement, tous les Camerounais susceptibles voilà, d'avoir un droit de vote, d'être inscrit, c'est très important de le noter. Donc voilà, c'est l'élection de Cameroun. Mais je pense quand même que Maître l'a dit, on a vu un certain engouement avec Abraham Lebil, on en a souvenance, 1 million de Camerounais. Il a essayé, Maître l'a dit, un certain parti politique justement essaie de prendre le taureau par les cornes, essaie de prendre leur bâton de pèlerin justement pour faire du porte-à-porte. D'ailleurs même elle a dit, elle a contribué, dit-elle, à faire inscrire un maximum de personnes, peut-être pas partisans de suite du RDPC, mais tout au moins sympathisantes, c'est quelque chose déjà. Donc voilà, aux partis politiques aussi, c'est très important de le mentionner, voilà, de prendre le bâton de pèlerin, de faire le tour pour demander l'inscription massive sur les listes électorales. C'est ce que certains partis font heureusement et ça permet quand même d'avoir voilà, une bonne partie de personnes inscrites. Mais vous l'avez dit, je vais finir par là, qui en est 1,5 million seulement en quasiment 6 ans. 1 million. C'est quand même pas beaucoup. J'ose espérer que d'ici à l'année prochaine, ou du moins d'ici à l'arrêt justement sur les inscriptions des listes électorales, que voilà, beaucoup d'aura bougé dans le bon sens pour justement que certains soient inscrits de manière massive. Voilà. Célestin Djamène, vous êtes avec nous enfin sur le plateau. On suppose que vous avez peut-être quelques empêchements, peut-être. Oui. Les embouteillages. Il y a des travaux sur la route de la rive gauche. Donc effectivement, il y a beaucoup de temps à passer. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu être à l'horloge. Je m'en excuse auprès des téléspectateurs parce que c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Bon, merci en tout cas pour l'invitation. Heureusement, vous êtes là, vous allez participer à notre échange. Vous avez pris le temps en marche, comme vous le constatez. On parle des inscriptions sur les listes électorales. Je faisais déjà remarquer au départ qu'entre 2018 et 2024, seulement à peine 1 million de personnes ont été inscrites sur les listes électorales en 6 ans. Emmanuel Marop et l'honorable Marlès Doualabel signalaient tantôt qu'il y a des partis politiques qui travaillent sur le terrain pour aider les CAM justement à faire inscrire davantage les Camerounais sur les listes électorales. Mais est-ce que, si on évalue un peu l'action des partis politiques de l'opposition, vous pensez qu'ils font assez ou bien ils peuvent faire mieux que cela? Bon, d'abord, il faudrait qu'on rappelle que s'inscrire sur les listes électorales, c'est un devoir citoyen qui doit être presque instinctif. On n'a pas envie de convaincre un Camerounais en âge de lire et de compter, de comprendre, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Bon, toujours est-il que le contexte politique chez nous est tel qu'il faut malheureusement aller vers les jeunes à partir de 20 ans, pour leur faire comprendre qu'il faut participer à l'effort de la citoyenneté. Parce qu'on ne sera pas Camerounais à leur place. Donc le vrai problème, c'est qu'il faut convaincre les gens de comprendre que c'est leur intérêt, c'est leur pays, de s'impliquer dans la chose publique. Ce n'est pas une affaire d'homme politique, c'est une affaire de citoyenneté. Maintenant, je pense que le débat de fond, ce n'est pas l'inscription massive. J'en suis convaincu. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, depuis, à part 92, il y a eu pratiquement 2 500 000 votants sur une population d'inscrits de 4 millions d'inscrits. Après 2092, il y a eu 97. Jusqu'à 2018, c'est en général la moitié des inscrits qui votent. Donc le combat le plus prioritaire, à mon sens, c'est de comprendre pourquoi
les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, ne vont pas voter. À quoi sert-il de s'inscrire s'il faut le jour J n'est pas aller voter? Donc le vrai combat, il est là. Le taux d'abstentionnisme est entre 46 et 62%, depuis maintenant plus de 20 ans. Et ça n'est pas normal. Donc ce paquet, ce mouchoir de personnes qui ne votent pas, à mon sens, devrait être le combat prioritaire. Si on nous inscrit 15 millions de personnes et qu'à peine 5 millions se déplacent pour aller voter, à quoi aurait servi d'inscrire 15 millions de personnes? Strictement rien. Ce qui n'enlève pas la vertu qu'on peut prêter aux partis politiques d'inciter les jeunes à aller voter. Donc, ça, c'est la première priorité. La seconde, c'est que tant qu'il n'y aura pas de réforme du code électoral, eh bien, vous auriez 20 millions d'inscrits. En l'état, le RDPC gagnera toujours. Donc, on est dans un faux combat. Le RDPC fait la diversion parce que ça les arrange. Ils sont là dans leur rôle, parce qu'en vérité, quand ils inscrivent, ils donnent l'impression qu'ils participent à la citoyenneté. Mais au fond, le problème, c'est le code électoral. Savez-vous que ce qui compte pour la comptabilisation des élus, c'est le PV de vote, qui est présenté par une seule personne, qui est le directeur du bureau de vote. Et c'est ça qui fait faux article 113. Donc, tant qu'il n'y a pas de réforme profonde du code électoral, ben, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle le parti au pouvoir s'arc-boute sur la non-réforme du code. Parce qu'on a l'impression qu'il est taillé presque sur mesure pour lui. Donc le vrai combat, c'est la réforme du code électoral. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Depuis 1997, je me bats pour ça. Je rappelle qu'avant 2012, qui est l'année de la publication officielle du code électoral, parce qu'avant c'était les lois disparates qui régissaient les élections, il y a eu cette demande urgente des élections à deux tours, du bulletin unique, de la proclamation des résultats, en tout cas pour les présidentielles, à 20h. Vous avez vu le Sénégal, on a su que Diomaye Faye était président à 19h, quelque chose comme ça. Donc, le même jour. Or, nous, dans notre code électoral, pour connaître le nouveau président de la République, il faut attendre 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Le temps, n'est-ce pas, de s'assurer que le bon candidat, la fumée blanche, est sortie du bon côté. Voilà le vrai problème. Donc, il faut toiletter en profondeur ce code électoral. Parce qu'aujourd'hui, ma priorité, ce n'est pas l'inscription massive. Même s'il faut marcher sur ses 2 pieds, je pense qu'il faut commencer d'abord, 1, par la réforme du code électoral, et 2, par inciter les jeunes qui sont inscrits pour l'instant, il faut les encourager, c'est un devoir citoyen, à aller voter le dimanche. C'est ça le vrai problème. Ils se comptent le dimanche, ils vont jouer au foot, mais ils ne pensent pas aller voter, pourtant ils sont inscrits. D'accord. Voilà Célestin, je vais revenir sur les chiffres, quelques chiffres que vous avez donnés, particulièrement pour 2018 par exemple, sur les 6 667 000 inscrits, seulement 3 millions ont voté sur près de 30 millions de Camerounais. Maître Kak, le ratio est quand même très faible. Non, le ratio est faible. Le ratio est faible parce qu'effectivement, beaucoup de Camerounais n'ont jamais trouvé d'intérêt à aller voter. Vous comprenez ça, il faut le dire, parce que beaucoup sont convaincus, beaucoup sont persuadés que les résultats sont connus d'avance. Vous comprenez? Ça, c'est une vérité de la palisse. Maintenant, mais ce que je veux faire observer pour rebondir à ce que Célestin disait, c'est que je ne suis pas totalement d'accord avec son discours. Parce qu'on a l'impression qu'il a semblé dire aux Camerounais que, bon, écoutez, même si vous ne vous inscrivez pas, tant que le code électoral n'est pas réformé, il n'y aura pas de changement. Non, il ne faut pas tenir ce discours. Je pense que la dynamique de changement qui interpelle les Camerounais aujourd'hui comporte plusieurs étapes. La première étape, effectivement, c'est les inscriptions massives des populations sur les listes électorales. Première étape. Incontournable. Deuxième étape incontournable, et là je le rejoins, c'est aller voter. Donc le tout n'est pas de s'inscrire. Encore faut-il que le jour du vote, que tous ceux qui se sont inscrits se rendent dans le bureau de vote pour, comment dirais-je, voter. Troisième exercice, troisième étape incontournable, c'est le contrôle du vote. Il faut surveiller le vote. Parce que moi j'ai vécu ici, dans notre pays, que le jour de l'élection, les gens votent, ils vont rester chez eux. Comme généralement les débits de boissons sont fermés, beaucoup attendent 18 heures pour aller s'asseoir dans les débits et attendent les résultats.
je dis ceci, la bonne posture pour un citoyen qui veut le changement, c'est qu'après avoir voté, il contrôle, il est là à 18h au moment de dépouillement pour voir le résultat. Et maintenant, avec l'évolution technologique, avec les WhatsApp et tout, les populations peuvent maintenant influencer, j'allais dire, la posture des dirigeants qui auront de la peine à truquer. Ça, c'est la vérité. C'est la troisième étape. Et bien entendu, je suis d'accord avec lui que la réforme du code électoral est une nécessité. Mais ce n'est pas une nécessité qui exclut, j'allais dire, les inscriptions sur les listes électorales. Maintenant, ce que je veux dire pour chuter, c'est qu'effectivement, les inscriptions doivent être motivées par les populations elles-mêmes qui doivent prendre conscience qu'ils sont des acteurs du changement. Parce qu'en réalité, la principale différence, je le dis ici, la principale différence qui semble se dessiner entre les populations de l'Afrique de l'Ouest et les populations de l'Afrique centrale, notre sous-région, c'est que en Afrique de l'Ouest, les populations se comportent comme un véritable peuple. Ça veut dire des populations conscientes, des populations prêtes à s'engager pour le changement dans leur pays. Par contre, chez nous, nous comportons comme une population passive, comme une population quelque peu abrutie, comme une population incapable de porter la dynamique du changement. C'est ce que je... Malice Doualabel, les Camerounais appellent davantage au changement. Il y a cette mouvance qui revient de plus en plus. Est-ce que le RDPC, finalement, n'a pas intérêt à maintenir le fichier électoral tel qu'il est, en sachant qu'il contrôle déjà au moins 80-90% de l'électorat? Parce qu'eux, ils vont toujours voter. Alors, vous comprenez bien que si Célestin dit que nous allons toujours voter, ça veut dire que ceux qui ne vont pas voter, c'est les vôtres. Non, ça veut dire que vous avez les moyens financiers de pousser les jeunes récalcitrants d'aller voter. Non, ce que je voudrais dire, c'est que statistiquement parlant, si on dit qu'il y a, comment s'appelle ce terme-là, les gens qui résistent, là, qui ne vont pas voter. Les réfractaires. Non, pas les réfractaires, il y a un terme statistique. Les abstentionnistes. Voilà. On peut penser que l'abstention n'est donc pas de notre côté. Si c'est nous qui gagnons, ça veut dire que l'abstention est de l'autre côté. Puisque si leurs sympathisants votaient, ça allait forcément faire bouger les chiffres. Vous n'êtes pas obligé de gagner, mais vous pouvez tout au moins, améliorer votre score. On aimerait bien gagner. D'accord? Ah oui, mais je sais. Mais je veux dire que quand on sort les résultats, n'est-ce pas? On dit par exemple Célestin Djamène, 5%. Par exemple. C'est prémonitoire, ça. Non, c'est pas prémonitoire. C'est un diamètre, 52%. Voilà. Disons, j'ai bien compris l'esprit de son... Non, ce qui me tracasse, c'est que quand vous dites il y a un problème, les gens ne vont pas s'inscrire, mais ça c'est moins grave, dit Célestin. Le plus grave, c'est que ceux qui se sont inscrits ne vont pas voter. Alors, au bout de la journée, qu'est-ce qu'on doit arrêter comme conclusion? On doit arrêter que ceux qui ont été votés sont ceux qui sont favorables au RDPC. dont les abstentionnistes sont de votre côté. Ça veut dire qu'ils ne croient pas tout à fait que vous soyez capable de porter... Attendez, mais ils n'y vont donc pas pourquoi? Marley, vous faites du sophisme. Parce non, ce n'est pas du sophisme. Dans le contexte camerounais... Alors pourquoi les gens ne vont pas voter? Alors, pour ce qui concerne les gens de l'opposition, les électeurs sympathisants de l'opposition, il est clair, comme l'a dit Maître Katkab tout à l'heure, les jeunes ne pensent pas que leur bulletin de vote est une arme. Aujourd'hui, dans le contexte camerounais... Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez pas réussi à les convaincre de ce que pas du tout. Leur donc ça, c'est le contexte. Ils sont convaincus que, quel que soit le bord politique, les hommes politiques qui pensent les représenter ne les défendent plus. Donc en vérité, il y a une machine RDPC en face tellement puissante que leur bulletin ne sert à rien. D'où l'abstention. Maintenant, le problème, c'est que chez vous, RDPC, dans le contexte de pauvreté extrême qu'il y a, avec simplement 4 000 francs, les jeunes se lèvent à 8 h du matin pour aller voter. Je l'ai vu au centre de Daïdo, j'étais superviseur en 2011 et en 2018. Vous étiez là pour lors de la distribution de 4 000 francs. Ben écoutez, moi je vois des choses un peu bizarres. C'est bizarre. Moi aussi je trouve ça bizarre. Voilà, parce que moi je vois mes jeunes de comité de base aller, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre les bureaux de vote, la consigne qui leur est donnée, c'est levez-vous, allez voter.
et ils vont voter. Vous croyez qu'on est moins sympathisant de notre côté que de votre côté? Mais alors, les jeunes sont motivés. Mais non, mais on n'a pas besoin d'être motivé. Quand on est citoyen, quand on veut un changement, on n'a pas besoin de 4 000 francs pour aller. Donc, ceux qui vous suivent devraient, à la limite, donc, puisqu'ils sont patriotes, ils ne devraient pas attendre 4 000 francs. Je suis d'accord avec vous, c'est la théorie, mais dans la réalité... Ça veut donc dire quoi? C'est pas des patriotes. Non, ils sont patriotes, sauf qu'ils sont dans un contexte sociologique qui le pousse effectivement à ne plus croire au vote. Mais vous contournez ça comment? Par ce qu'on appelle à la camerounaise la motivation. Parce qu'en vérité, quand Mekaka parlait du contrôle des bureaux de vote, ça c'est assez fallacieux, parce qu'en vérité, quand il y a 24 000 bureaux de vote au Cameroun, il faut au minimum 2 scrutateurs par bureau. Si on donne même 3 000 francs pour le café, le petit déjeuner, le déjeuner à midi, ça fait combien d'argent? Et combien... Mais mettez-y parce vos militants convaincus. Ceux qui veulent arracher la victoire n'ont pas besoin d'un petit déjeuner servi sur la base de la représentativité, il y a 1,2 milliard de budget de campagne pour les partis politiques. Le RDPC, sur le fond, sur la base de la représentativité, a pratiquement 900 millions. Oui. Or, vous savez que le nerf de la guerre en matière de campagne, c'est l'argent. Avec 200 millions ou 300 millions pour les autres candidats, c'est pas possible de battre campagne. Donc la démocratie n'est pas financée au Cameroun. Sonko et son compère ont gagné parce qu'ils avaient de l'argent. Non, là c'est bien financé au Sénégal. Alors s'il vous plaît, travaillez sur vos militants et Emmanuel Maroc, comment on comprend que des Camerounais s'inscrivent mais ils ne partent pas voter? Vous avez la réponse à ça, mes prédécesseurs, d'ailleurs je l'ai dit avant. Voilà, que ce soit Medkak ou Célestin Jamen, ils ont essayé d'apporter les éléments de réponse là-dessus. Il y a un facteur motivateur qui est très important. Motivation déjà de par, j'allais dire, l'envie, voyez-vous. Il y a la motivation qui a trait évidemment aux finances, ça peut arriver, moi j'ai pas vécu ça. Il y a une motivation, voilà, mentale, morale. Il y a, comme le disait l'honorable, certains, honnêtement, qui sont ancrés, qui vivent, qui mangent, qui boivent le RDPC. Et à chaque fois que ça parle RDPC, ben, ils se lèvent comme un seul homme, c'est très important. C'est pareil, il y en a pareil qu'ils font pour certains partis de l'opposition. Moi je connais certains arrière-grands-parents, certains grands-parents, ou dans nos arrière-coins, quand on leur parle de l'UPC, mais ils se lèvent comme un seul homme, des fois avec des cannes, parce que justement, ils ont l'impression que c'est la même UPC d'il y a 40-50 ans. Donc c'est cette motivation-là, en réalité, qui en ce moment-ci semble un peu perdu. Parce que si on prenait même le cas de certains partis d'opposition comme l'UPC, il est certain que pour certaines régions de Cameroun, que ce soit la Grande Sanaga Maritime, que ce soit la région du centre où sont les Bassa, et même dans la Grande Sanaga Maritime où également sont les Bassa, convenez avec moi que certains partis comme le RDPC justement en viennent à leur damer le pion. Certains partis comme le PCRN, à un moment donné, leur en ont pris un peu. Donc du coup, ça n'est plus la même UPC d'il y a longtemps. On savait justement que l'UPC avait certains bastions où elle faisait, voilà, pour cette union des populations du Cameroun, quasiment une razzia, quasiment du 100%. Donc il y a ces motivations qui pourraient même être, voilà pour certaines régions aussi, où leur parti, à un moment donné, qui faisait la razzia, voilà, n'y trouve plus son compte. Donc on se dit, ben voilà, le RDPC est rentré dans notre chasse gardée, le PCRN par exemple, le SDF, etc. Voilà, certains partis que je cite comme ça sont rentrés dans notre chasse gardée, ben on n'est plus motivé parce qu'on ne fait plus de razzia. Mais ils l'ont dit, et c'est très important, il faudrait que nous nous approprions justement tous les Camerounais, tous les citoyens camerounais, et ça j'ai bien aimé ce vocable dont s'est servi Célestin Jamen. On est d'abord citoyen avant que d'appartenir à un bord politique, avant que d'appartenir à un parti politique. Et c'est pour cela que je disais tantôt, justement pour ma première prise de parole, qu'il est de bon aloi qu'à un moment donné, que ceux qui nous gouvernent pensent même à intégrer ça sur les lois au Cameroun, pour que justement un Camerounais, dès lors qu'il a sa majorité, que de fait justement puisse avoir sa carte électorale. Ça se passe comme ça partout, du moins en d'autres cieux, sous d'autres lieux où la démocratie semble bien implémentée, bien ancrée. Ça se passe comme ça. Dès qu'on est majeur, de fait, on peut voter parce que voilà, on n'a même peut-être pas besoin d'une carte électorale. Dès qu'on est majeur, de fait, on peut voter. Je pense que si c'était voilà, donc si ça revenait, merci à l'honorable justement, quel a été mes propos en prenant un exemple justement sous l'UNC, ben si ça revenait comme ça, on n'aurait pas besoin de s'inscrire. Et là, ça motiverait davantage parce que c'est
Célestin a dit quelque chose de fondamental aussi. On peut être inscrit et ne pas être motivé. Donc, dans ce cas-là, ceux qui ne sont pas motivés à aller voter s'assimilent à ceux qui ne sont pas inscrits. Et du coup, c'est un peu problématique. Je pense qu'il faudrait que nous revenions aux anciennes méthodes qui ont trait à être inscrit de fait quand on est majeur et quand on atteint la majorité. Et de ce point de vue-là, le jour du vote, on se lève comme un seul homme avec sa carte d'identité. Et voilà. Et on règle à la fois le problème financier. Parce que ça a quand même un coût. L'élection au Cameroun a quand même un budget dédié à ces inscriptions. Mais si, in fine, on n'arrive pas à ratisser large, c'est qu'on perd de l'argent. Puisque vous parlez de budget et d'argent, Maître Kak, je veux rebondir sur vous. Le constat aussi sur le terrain, à certains endroits notamment, fait état de ce que le matériel de l'ECAM, dans sa globalité, est vétuste. Il se trouve qu'il y a un projet quand même de réflexion de la logistique de l'ECAM, mais qui semble être bloqué à la présidence de la République. Comment on comprend que tout doit tourner autour de la présidence de la République, pourtant l'ECAM est censé être indépendant? Mais si écoutez, la question m'est posée, je pense. En fait, ce que je voulais faire observer, c'est que vous savez que dans un pays qui n'est pas suffisamment démocratique, le pouvoir en place multiplie des stratagèmes conservatistes du pouvoir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a l'impression, c'est même pas l'impression, c'est pour ça que dans notre pays, tout tourne autour de ceux qui gouvernent. Vous comprenez? Ils veulent contrôler tout le système, c'est eux qui contrôlent le système électoral, c'est eux qui contrôlent, j'allais dire, tout le processus électoral en réalité. Donc, si nous restons dans cette dynamique de constat, que le pouvoir multiplie des méthodes pour rester éternellement au pouvoir, on ne pourra jamais aboutir au changement. Vous comprenez? Je pense que le vrai changement, c'est au niveau de la prise de conscience qui doit s'opérer au niveau des populations avec la participation, avec le soutien, avec l'action des partis politiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous allez, moi j'y vais constamment. Je vais constamment au Sénégal, je vais constamment en Côte d'Ivoire. Je vois comment les Ivoiriens se comportent. C'est des gens qui ont réussi à former un peuple, c'est-à-dire une population consciente et qui est capable de porter, j'allais dire, une dynamique de changement. Donc, quels que soient les obstacles que le pouvoir va leur opposer, ils sont capables de surmonter ces obstacles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ce moment, ce qui est important pour nous, les Camerounais, c'est qu'on essaie d'amener nos populations à prendre conscience de son potentiel, de leur potentiel réel, de savoir que c'est eux qui sont les véritables acteurs du changement. S'ils continuent à rester passifs, il va de soi que le pouvoir va continuer à multiplier les obstacles qui vont nous empêcher d'accéder au changement. Donc pour moi, mon discours est clair. Mon discours, quels que soient les obstacles qu'on a en face, si on a une population qui se lève comme un seul homme pour dire que maintenant, la récréation est terminée, il nous faut le changement dans notre pays. Tous les enfants s'inscrivent dans les listes électorales, sur les listes électorales. Tous les enfants vont voter, tous les enfants restent là. Parce qu'en réalité, c'est ça, a dit quelque chose tout à l'heure que je ne partage pas. Quand il vous dit par exemple que non, ils ne sont pas là, c'est les scrutateurs, les représentants des partis politiques qui sont là. Non. Quand on fait le dépouillement, c'est public. Les populations sont là. Chaque fois qu'on dépouille, les populations sont présentes, ils sont dehors, mais ils vivent. Ce n'est pas une opération qui s'effectue à huis clos. D'ailleurs, c'est permis. Hein? C'est permis. Absolument. Mais parfois, c'est dans l'obscurité. Non, non, aujourd'hui, on a des téléphones qu'on peut allumer. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Mais vous avez vécu ça. Vous avez déjà vécu un dépouillement. Le dépouillement, c'est une affaire publique. J'ai été président du bureau. Dès que ça sort, là, les réseaux sociaux partent partout, dans tel quartier, à Nouvelle, RDPC, on a les chiffres. À un moment donné, même ceux qui sont là pour frauder ne seront plus capables de frauder. Donc en réalité, lorsqu'une population s'engage de manière consciente, de manière patriotique, de manière républicaine, dans l'optique d'obtenir le changement, je dis le pouvoir ne peut rien. Même au Sénégal, vous avez vu, le président Macky Sall a multiplié des stratagèmes pour bloquer le processus. Et les populations lui ont dit, monsieur, ton temps est arrivé, tu vas partir. Vous comprenez? À un moment donné, comme eux, ils ont quand même cette grandeur démocratique qui fait qu'à un moment donné, le gars fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Il a compris que non, si je continue à tirer sur la corde, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il était obligé de lâcher. Mais la vérité, c'est que la victoire qu'on vient d'enregistrer là au Sénégal, c'est la victoire de Sonko, c'est la victoire des populations
qui se sont levés comme un seul homme pour dire que maintenant, nous voulons le changement, nous voulons un système alternatif, et cela s'est réalisé. Donc, pour chuter, je voulais simplement dire que le pouvoir va multiplier les obstacles. Mais si nous réussissons à amener nos populations à adhérer, j'allais dire, à cette dynamique de changement, je suis convaincu que nous allons relever les défis. Tu veux simplement vous réagissez et ensuite on entre dans les solutions. Il y a quand même comme une contradiction dans ce que dit M. Kak entre aller vous inscrire massivement et le RDPC contrôle tout, il n'y aura pas de changement. Je trouve que ces deux propos sont antinomiques. Parce que s'il contrôle réellement tout, donc il n'y aura jamais de changement, tu as raison. Mais en même temps, pourquoi donc inciter les gens à s'inscrire massivement? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'inscrire. Je répète, c'est un devoir citoyen. On n'a pas besoin de faire un discours pour pousser les jeunes à aller s'inscrire. Maintenant, la question de fond, c'est quoi? C'est que, et on revient sur le code électoral, quand on va s'inscrire, quand on est au dépouillement, le soir après 18h, évidemment, tout le monde est vigilant, tout le monde est vigilance de cathédrale. Mais après, qui va à l'antenne départementale donner le PV? C'est le président du bureau de vote. J'ai vu en 2013, de mes yeux, à Bali, à Mangabel, à Bali, des présidents du bureau de vote sortir le PV dans une enveloppe censée être hermétiquement fermée. Ça, c'est les termes de la loi. L'enveloppe qui contient le PV, avant d'être remise à la directrice de l'antenne Elecam, doit être hermétiquement fermée. Non seulement elle n'est pas fermée, mais ce jour-là, il s'arrange toujours que ça se passe entre 1h du matin et 4h du matin. Et les opposants dorment J'ai surpris ces présidents de bureau de vote, qui sont en général dans l'antichambre du RDPC, il ne faut pas se le cacher. Il n'est pas président du bureau de vote qui veut. En général, ils sont de la mouvance de RDPC. Marie, je le sais très bien. Sortir le bulletin de vote, ils ont les façons en liquide, ce qui sèche très vite. J'ai vu, je ne suis pas en train d'inventer des trucs. Ils passent sur le chiffre que tout le monde a co-signé, que tous les scrutateurs ont co-signé. Eh bien, ils mettent le chiffre. Non, je l'ai vu. Ça se passe. Mais je vous assure, je l'ai vu. Ils mettent dans l'effaceur liquide qui sèche, ils mettent le chiffre recommandé. Et quand on proclame les résultats, alors qu'on a bien dépouillé, tout le monde était présent, il y avait la lumière, il n'y a pas de bougie, il y avait la lumière, tout était clair. Eh bien, c'est le RDPC qui sont rien. Pour vous dire quoi? Le RDPC, ils ont beaucoup de subterfuges. C'est des gens d'une perversité géniale. Dans le sens où ils ont même une académie, Ngola, je crois qu'ils ont une académie de cadres du RDPC pour former les gens dans toutes les perversités imaginables. Donc ils ont toutes ces techniques-là. C'est-à-dire que même si vous avez 1000 scrutateurs, qui sont en général des enfants qu'on a pris au quartier pour la plupart, parce qu'on n'a pas assez de moyens, la démocratie n'est pas suffisamment financée au Cameroun, on les met là, à midi, il y a à manger. Mais qui apporte à manger sur le RDPC? Des techniques très fines, mais très efficaces. Quand ils sont partis, ils font le vrai boulot, derrière. Déjà, pendant le vote, avant le dépouillement, je vous parle des faits vécus. Des faits vécus. Et maintenant, à 18h, on sort des bulletins, et en plus de cela, il y a des portes fictives. Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on met centre de vote de Daïdo, par exemple, ça va de A à J, on ajoute, par exemple, le bureau M et L. On met des vraies urnes, mais il n'y a pas de liste exigée par la loi sur la porte. Si vous n'êtes pas vigilant, eh bien, si vous n'êtes pas vigilant, ça veut dire que si on est vigilant. Non, mais ça fait partie des techniques. Alors, à la fin, ils vont sortir ces bulletins fictifs, ils vont les comptabiliser. Vous avez déjà perdu. En dehors de ça, quand je parle, on parle du Sénégal, du Bénin, etc. Ils vont les comptabiliser comment? Puisque pour chaque bureau, il y a un nombre de votants. Si vous prenez une urne, vous venez l'ajouter dans un... Mais vous êtes déjà... C'est pas possible. Ça revient toujours le problème de... Alors, si vous savez tout ça... Si vous savez tout ça... Il n'y a pas de bureau fictif. Moi, je n'en ai pas vu. Moi, j'en ai vu. Oui, mais toi, tu côtoies des drôles de RDPC. Non, je ne côtoie pas, c'est une réalité. Il y a des bureaux de vote fictifs. Tous les Camerounais le savent. Mais ce qu'il dit, lui, je dis, puisque tu as tout ce diagnostic... Oui. C'est des constats. Oui, un constat. Qu'est-ce qui t'empêche donc, toi et tes amis de l'opposition, à mettre en place un système de surveillance qui, tout au moins, réduit... La surveillance, pour deux raisons. D'abord, elle est limitée.
Parce qu'en général, sur 24 000 bureaux de vote, sur le territoire camerounais, sur dans tous les villages, toutes les communes, il faudra au moins 68 000 personnes qu'il faut financer, du moment donné à manger. Oui. Ça fait beaucoup d'argent. Mais c'est parce que... Quel est le budget de campagne d'un parti politique? Non, attendez, honorable. Oui. Quel est le budget de campagne d'un parti politique? Ça se joue non, mais c'est important aussi de le souligner. Ça ne se joue pas si comme j'ai ça. pas d'argent, au lieu de 10 listes Si j'ai dans pas 10 d'argent, régions... j'ai le patriotisme. Mais ça ne veut rien dire. Mais comment tu dis ça veut Mais rien dire? non, Tu mais dis non. qu'au Sénégal, ils ont gagné. Non, c'est une question patriotisme. pragmatique. Si j'aime mon pays et que vous avez 1 milliard de budget de campagne, moi j'ai... Attendez, c'est des réalités. Non, mais attends. Si je suis... Non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi Je dis, finir. hein, Laissez-moi finir. Comment Laissez-moi finir. est-ce que vous arrivez Vous avez parlé de patriotisme. à gagner Si je suis des patriote... mairies? Oui, mais attendez, quelques mairies. Oui, mais comment ça se passe Quelques là donc mairies. où vous gagnez? Mais Qu'est-ce qui fait la qu'il y a différence? il y a des bastions, il y a des fiefs, par exemple, des partis politiques, c'est vrai. où que si vous montez ou vous descendez, Je l'ai dit, ouais, ils vont mourir pour ça. Il y a Voilà. des bastions très limitées. Donc il y a donc très peu de gens qui sont prêts à mourir pour non, vous. Non, parce c'est que de ça qu'il s'agit. ailleurs, Hein? il n'y a pas des bastions de RDPC. Et même- Ils sont partout parce qu'ils ont la logistique qu'il faut. Ce sont des... Non mais attendez, ça, ils ont les moyens de l'État. Ils ont les moyens de l'État. Tu ne peux pas me convaincre. Parce que vous avez les moyens de l'État. Tu ne peux pas me Vous convaincre. êtes dans le Grand Nord, dans Est-ce tous que les tu- villages du Grand Nord. Vous y êtes. Et en plus de ça, vous avez la logistique Mais si administrative. vous n'êtes pas encore prêt, pourquoi vous voulez donc compétir? C'est pas qu'on n'est pas prêt, on est patriote, on est engagé. Non, mais vous n'avez Mais pas le problème, c'est que le suffisamment- financement, et vous le savez, le nerf de la guerre, si la campagne n'est pas, parce que c'est l'argent de nos impôts, c'est pas une demande, c'est pas une aumône qu'on vous demande. C'est qu'on vous demande de mettre à la disposition des partis politiques. Je rappelle que l'article 3 de la Constitution dit ceci. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, pour parler de démocratie, tous les partis doivent y participer. Il faut donc financer Et par c'est pas l'argent. comme ça que ça se passe au Non, Cameroun? non, D'accord. les partis politiques d'opposition ne sont pas financés. Et c'est là, justement, le point important. Mais alors, attendez Parce que alors de grâce à cela, clarifier tout ça. Laissez-nous 2025. Quand on aura on terminé, ne laisse rien. on D'accord. se réassoit. Vous voyez l'état d'esprit du Il veut- Non, non, c'est pas difficile. C'est d'abord un mais parce que constat. lui, il est parti C'est un déjà constat que je perdant. fais pour il ne rectifier peut la pas gagner. situation. C'est un discours qui Il ne connaît Il n'a pas d'argent. Non, le budget Il y a alloué. le parti État, etc. Il vient Non, donc je le faire dis, quoi je le dis sur le dans plateau. ce jeu? Parce que justement, il faut le dire. Si la question du financement de la démocratie n'est pas résolue dans ce pays, le RDPC pendant 200 ans, c'est pas le défaitisme. Non, non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si la question de financement des campagnes électorales n'est pas équitable dans ce pays, vous aurez beau être patriote, ça ne changera rien. Le même système sera toujours là. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Ça fait deux choses ça veut qui dire- ne C'est la vont vérité. pas. Ça Le veut- code vous- électoral vous- et l'argent. Voilà deux choses Donc, vous importantes essayez que d'être vous n'avez réaliste, mais pas. Vous n'êtes pas pessimiste. Pas En du résumé. tout, mais je ne suis, D'accord. puisque j'y suis encore. D'accord. On va faire Mais tu vas tour de table. compétir. Le défaitiste. Naturellement, je ne suis pas un boycotteur, moi. Je ne suis pas un boycotteur. D'accord, on va faire un dernier tour de table avant de passer au deuxième sujet. Solution, Maître CAC, comment réussir à inciter davantage les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales? En quelques mots, s'il vous plaît. Non, en fait, je pense qu'il faut passer par un processus de conscientisation des populations. Il faut faire le porte-à-porte. Moi, je le fais. Je sors constamment au quartier, dans mon quartier. Je suis vers les gens, je vais vers les gens, je leur explique les enjeux. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous vous baladez dans toutes les localités du Cameroun, que ce soit les localités urbaines ou les localités, rurales, tout le monde aspire au changement, tout le monde veut le changement. Mais comment y parvenir? C'est ça le problème. Donc il faut expliquer aujourd'hui aux populations quelle est la posture qu'elles doivent désormais adopter face à cette situation. Et effectivement, sur ce point, je suis d'accord avec Célestin quand il pose des problèmes financiers parce que, effectivement, l'esprit de nos populations a été formaté par les considérations mercantilistes, où tout le temps on leur fait miroiter quelques gains financiers. Ça essaie, j'allais dire, de phagocyter leurs convictions politiques. Vous comprenez? Mais la vérité, c'est que l'avantage que la dynamique alternative aujourd'hui peut avoir, c'est que beaucoup de ces gens veulent le changement. Et à ce moment, on commence à les conscientiser. On peut aller jusqu'à créer une espèce d'organisation que je peux appeler les volontaires
pour le contrôle électoral. On peut en avoir dans tous les... Parce qu'effectivement, il y a un problème qui se pose. Dans les bureaux de vote, on se retrouve souvent avec des bureaux de vote où l'opposition n'est pas représentée. Je connais des bureaux comme ça. On peut trouver des stratagèmes pour amener des Camerounais à se constituer en volontaires qui sont seulement là pour contrôler le vote. C'est-à-dire qu'ils représentent les partis d'opposition dans les bureaux de vote sans être très exigeants sur, j'allais dire, le gain qu'ils auront. Donc c'est des petites stratégies qu'on peut mettre en place. Et bien entendu, je suis entièrement d'accord avec lui que l'opposition doit continuer à se battre de manière synergique pour obtenir la réforme du code électoral. Emmanuel Marop, 1 million à peine d'inscrits en 6 ans. Est-ce que ça craint pour 2025? Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Et comme dans le foot, on le sait, il y a des remontadas qui se font, voyez-vous. Et puis même à la dernière minute, on peut en marquer un ou deux et faire la différence sur le terrain de foot. Voilà, c'est la passe que je fais à la prochaine thématique. Moi, j'ai observé de près Cabral Libye le faire, en toute honnêteté. Donc il a pris son bâton de pèlerin, il a fait le tour du Cameroun dans le cadre de 11 millions d'inscrits. Et peut-être même s'il n'est pas parvenu à 11 millions, mais ça s'est passé. Ça s'est fait comme ça. Et cela m'amène à conclure à la conscientisation, surtout à la motivation, facteur motivateur. À tout point de vue, c'est très important. Si tant est que pour 2025, évidemment, sauf dans le cadre du parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC, mais tous les autres partis d'opposition, et même certains sympathisants de l'opposition s'accordent à penser, s'accordent à dire déjà et à penser par la suite que 2025 est une année charnière où le changement doit intervenir. Mais c'est un autre élément qui motive, voyez-vous. Et ce qu'on dit émettre et c'est l'essaim dans ce sens pourrait davantage être un facteur qui motiverait les gens avant la clôture définitive justement des inscriptions à s'inscrire massivement. Et le deuxième, j'allais dire, devoir à faire serait, après qu'ils se soient inscrits, de les motiver à aller voter. Donc c'est très important. 2025 est une année quand même très sympathique au Cameroun. Donc si tout le monde souhaiterait qu'il y ait un changement, voyez-vous, ben, ça passe pas forcément par le vote et on ne peut pas voter parce qu'il faut s'inscrire automatiquement. Et si les personnalités publiques, politiques comme Cabral Libye ont essayé de le faire, ben, je me dis que c'est faisable. Est-il du PCRN? Non, je ne suis pas du PCRN. Je n'appartiens à aucun parti. Non, je parle du RDPC quand c'est bien fait. J'ai parlé de l'Union des populations du Cameroun, justement. Je parle du PCRN parce que je parle justement des partis qui ont fait bouger les lignes. Et il faut le reconnaître que l'honorable Marlise, elle a dit elle-même justement qu'elle est pris sur elle de faire inscrire une poignée de personnes, du moins une large partie de gens n'appartenant même pas au RDPC, mais au demeurant sympathisants. Moi, j'apprécie. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir, d'ailleurs, qui peut lui contester. Elle est une élue de la nation. Donc, honorable Marlise, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'adopter une nouvelle stratégie? On est ministre. D'adopter une stratégie, c'est-à-dire genre exiger par exemple la carte d'électeur dans les dossiers, c'est pas officiel, les pièces officielles à fournir pour les concours ou bien autre chose? Ça ne va pas, par exemple. Nous avons choisi la démocratie. On nous a vendu la démocratie à l'occidental. Je ne sais pas si elle paye ou si elle ne paye pas. Mais on ne peut pas faire de démocratie avec des populations. On fait la démocratie avec des citoyens. Je crois que ça a été largement partagé par nous tous. Donc, alors, la question que je repose et pour laquelle j'aimerais que mes adversaires politiques prennent en compte, c'est que s'il y a abstention, il faut que cette abstention soit sérieusement questionnée. Pourquoi des gens ne vont pas voter? Parce qu'ils sont persuadés, ils sont persuadés que ça ne changera pas. Voilà la réponse qui est donnée. Mais moi, j'ajoute que si les gens ne vont pas voter et que ceux du RDPC, favorables au RDPC, vont voter, ça veut dire que l'abstention est de l'opposition et que peut-être que les leaders n'arrivent pas encore à convaincre les populations de leur capacité à porter leur cause. Les leaders de l'opposition. Les leaders de l'opposition. Et ça peut se comprendre. Parce que quand ils regardent du côté du MRC, lui alors, c'est grave.
C'est grave parce qu'il a monté toute une histoire Bon, où le il a MRC n'est pas raconté sur le plateau. qu'il a gagné les élections en 2018 alors que ce n'était pas le cas. Alors, comment suivre un tel leader? Deuxièmement, on regarde côté UPC. Bon, c'est la débandade. Écoutez, non. Écoutez, On regarde parlez du de côté... votre parti. Non, mais quand vous parlez du mien, je vous laisse Je n'ai parler jamais du parlé mien. du DPCC. Ah, comment Je tu n'ai dis ça? jamais Comment tu parlé dis ça? du Ok, Le honorable, parti on vous a au suivi. pouvoir en brigade, mais ceci écoutez, et ça. Donc, je veux dire que Pour chuter. pour chuter, la démocratie sera aussi sauvée D'accord. par les efforts que feront les leaders de l'opposition à avoir plus de densité, plus de cohérence, D'accord. plus j'allais dire, de conviction. D'accord. Et si les Sonko ont été suivis, j'imagine que c'est parce que le peuple a cru qu'ils étaient porteurs de quelque chose. D'accord. Célestin Diamant, pour finir, on voit les leaders politiques de l'opposition descendre sur le terrain à rang dispersé. Le SDF de son côté, le MRC à gauche, le PCS à droite, etc. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'unir un peu leurs forces pour mener ces campagnes d'inscription massive? Mais écoutez, je crois qu'il faut mettre à jour vos connaissances, parce que l'opposition n'est pas dispersée, en tout cas celle dans laquelle je milite. Parce qu'en vérité, vous n'êtes peut-être pas au courant que nous avons mis en place l'Alliance pour une transition politique, qui regroupe le PCRN de Cabral Dibi, le SDF de Joshua aussi, à part mon parti. Il y a également le parti de Nkungondo, Univers, il y a le parti de M. Baleguel, l'UPC, il y a le parti, comment dirais-je, il y a 2 ou 3 partis encore, peut-être ils me pardonneront, je vais oublier, mais nous, on a une bonne douzaine dans cette alliance pour une transition politique qui est différente du fan club créé en face, qui concerne l'honorable avec machin, qui sont là pour soutenir un candidat. Nous, on est une alliance donc fondée sur le dialogue et la concertation. Au moment donné, on aura donc le candidat d'opposition, pour ce qui concerne unique, de l'opposition, pour ce qui concerne la présidentielle, et pour les élections locales, on va mutualiser nos capacités électorales dans des fiefs selon l'existence de chacun des partis. Donc, non, ça, l'opposition est unie. La vraie opposition est unie. Ça, c'est... La vraie opposition est unie. La vraie opposition est unie. Maintenant, sur la démocratie, je crois que la démocratie, c'est un peu comme les mathématiques. C'est fondé sur les lois de l'univers. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Quand je transpose ce raisonnement, la démocratie est liée à la liberté existentielle de l'homme. Quand on dit un homme, une voix, c'est universel. C'est pas africain, c'est pas européen, c'est universel. Quand on dit le pouvoir au peuple, on a vu le Sénégal, on a vu la Côte d'Ivoire, ce sont les peuples, c'est plus des populations. Ils ont dépassé l'étape des populations. C'est un vrai peuple sur les sujets d'intérêt général. Donc, il est clair qu'à ce moment-là, quand le peuple a le pouvoir en main et qu'il en est conscient, effectivement, les dirigeants suivent. Ici, chez nous, c'est souvent l'inverse. Et que le peuple suit ce que les gouvernants veulent faire comprendre au peuple. C'est tout à fait différent. Donc, il faut conscientiser. La démocratie, c'est la prise de conscience. Mais dans la faisabilité, il faut que ceux qui concourent à l'expression du suffrage universel puissent avoir les moyens logistiques pour battre campagne. Si j'aime un programme politique, il faut que j'aille à Choliré, il faut aller à Makak, il faut aller à Tchang, il faut aller à machin, il faut convaincre. Mais si le parti au pouvoir a toute la logistique pour le faire, les résultats sont connus à l'avance. En tout cas, nous vous souhaitons... a fait un bon score. En quelle année? En quelle année? D'argent. En quelle année? C'est pas l'année qui compte. Non, mais dis-moi en quelle année. Non, mais dis-moi en quelle année. Célestin Diamant, nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous souhaitons donc bonne chance pour la suite de vos activités. Non, nous sommes convaincus que nous allons convaincre le maximum de Camerounais. Cependant, ça ne nous empêche pas de dénoncer les tares du système qui est entretenu par le RDPC. Ok, on passe très vite au second sujet. Voilà ce qu'on va retenir sur le premier. Vous aussi. Affaire MINSEP FECAFOOT. Vous serez dans l'opposition. Le sujet est déjà présenté. Première question, c'est à vous. Honorable Marly Zebel, la nomination de Marc Brice le 2 avril dernier fait problème. Le ministre nomme, la FECAFOOT rejette la liste et envisage même nommer un nouveau staff. Si on s'en tient au communiqué du SINAL qui a tranché les travaux du comité exécutif ce week-end. Est-ce qu'il s'agit là de l'explosion enfin d'une tension qui n'a que trop duré, Marly Zebel?
Moi, je ne suis pas spécialiste du football. Mais tout au moins, c'est une situation managériale aussi. Si j'étais Eto'o-Fils, je démissionnerais. Oui. Parce que manifestement, ce que Eto'o-Fils croit avoir perçu comme sa mission n'est pas celle que le gouvernement, l'État du Cameroun lui a confiée. Donc il y a absolument inadéquation ou alors manque de... Il n'y a pas de convergence. De convergence. Il y a manque de convergence, absence de convergence. Et pour une équipe qui est en fait la propriété du Cameroun et pas de la FECAFOOT, je pense que nous n'avons pas besoin de ce bras de fer. Il ne peut pas être efficace par rapport aux résultats escomptés. Si nous avons tous donné raison au président de la République, c'est parce que le président de la République nous a écoutés. Il nous a suivis. Il a vu comment tous les postes de télé étaient éteints à un moment donné et tout le Cameroun était dans le noir, psychologiquement parlant. Donc, il a pris la décision de dire « Ok, on va faire autrement ». Et pour rattraper la situation, voilà comment on va procéder. Le ministre des Transports a pris cela comme sa mission. Le ministre des Sports. Le ministre des Sports a pris cette instruction comme sa mission. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut mettre les choses en place. Il faut que la musique joue. Eh bien, moi je crois que Eto'o-Fils, si il peut faire, parce qu'il est un patriote, parce qu'il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'il nous a donné. C'est pas parce qu'il y a la crise FECAFOOT que nous allons dénier à Eto'o-Fils tout ce qu'il a donné au Cameroun et tout ce qu'il représente pour le Cameroun et pour la jeunesse du Cameroun. Sauf que cette position de bras de fer ne peut pas être efficace pour amener les résultats escomptés. Donc, de deux choses l'une, il fait profil bas, il rentre dans le, j'allais dire la tanière, non, il rentre dans le système. Dans le système et il parle avec ses vis-à-vis pour voir comment ils peuvent ensemble continuer à animer l'équipe. Sinon, s'il pense que véritablement c'est lui qui a raison et que malheureusement il n'a pas les moyens de passer outre ce qui a été fait, il vaut mieux pour sa santé, tout au moins, qu'il démissionne. D'accord. Maître Kak, concrètement dans le cas d'espèce, est-ce qu'il y a ingérence du ministre Moelle Kombi dans les compétences de la FECAFOOT? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas ingérence. Il n'y a pas ingérence. Parce qu'en fait, il faut déjà se dire quelque chose de manière claire et péremptoire. L'équipe nationale de football du Cameroun, je parle de l'équipe nationale Fagnon, c'est une propriété de l'État du Cameroun. Ce n'est pas une propriété de la Fédération camerounaise de football. Il se passe qu'il y a une dizaine d'années exactement, je passe sous le contrôle de Manuel Mahop, qui connaît très bien ce dossier. En 2014, après le départ et la mise en détention provisoire du président Yahya Mohamed, il y a eu beaucoup de désordres à la FECAFOOT, ça allait dans tous les sens. Bon, et effectivement, la FIFA voulait sévir. Bon, l'État a essayé d'apporter une solution en faisant, j'allais dire, prendre ce décret. Le décret qui fait problème, enfin, auquel le président Samuel Eto'o-Fils fait allusion aujourd'hui, c'est le décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement, j'allais dire, des sélections des équipes nationales. Des équipes nationales. Bon, mais c'est parce que nous autres juristes et observateurs de la chose footballistique, l'impression qu'on avait eue à l'époque, c'est que c'est un décret qui comportait beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes, beaucoup d'incongruités, beaucoup d'ambiguïtés et beaucoup de vides juridiques. Vous comprenez? C'est pour ça que justement, lorsque le professeur Joseph Owona a
a été nommé comme président du comité de normalisation. Il a fait le constat, il a fait ce constat-là. Il a vu que ce décret, en réalité, était conflictogène. Vous comprenez? Parce que ce n'était pas suffisamment clair. Il fallait clarifier la situation. Il a donc invité le président de la FECAFOOT à l'époque, je pense que c'était... non, en fait, il a invité le ministre des Sports, qui était à l'époque le ministre Adoum Garoua, pour qu'ils voient ensemble comment ils pouvaient améliorer le décret. C'est pour ça donc qu'ils sont parvenus à la conclusion de cette convention. La convention du 5 février 2015, qui a apporté donc des clarifications au décret. Donc c'était comme une espèce de décret d'application. Je passe sous le contrôle de l'honorable député qui est sur le plateau avec nous. Vous savez, lorsqu'on vote une loi à l'Assemblée, le président promulgue la loi. Mais généralement, la loi présente toujours quelques imperfections. Vous comprenez? Pour que la loi soit, digeste dans son applicabilité, dans son application, dans son implémentation, on prend toujours un décret d'application qui permet de clarifier certaines situations un peu ambiguës dans la loi. C'est ce qui s'est passé. Donc en réalité, la convention étant la loi des partis, c'est cette convention qui est applicable aujourd'hui. C'est cette convention. Donc moi, je suis un peu surpris de constater que les juristes de la FECAFOOT ont amené le président de la FECAFOOT à se limiter uniquement au décret de 2014, alors qu'il y a eu une convention qui a été prise quelques mois plus tard. Et cette convention a fait l'objet d'un amendement. D'accord. Oui. Donc en réalité, pour moi, le problème ne devait pas se poser. Le ministre des Sports est bien dans son rôle. Maintenant, lorsqu'une situation comme celle-là arrive, c'est une situation assez délicate qui risque, j'allais dire, paralyser le fonctionnement de notre équipe nationale. Parce que manifestement, nous tendons inexorablement vers un bicéphalisme dans l'encadrement technique des Lions indomptables. Ce qui serait une honte pour le Cameroun, ce qui serait un obstacle pour la compétitivité de notre équipe nationale. Moi, je pense que, objectivement, je rejoins entièrement honorable Doualabel, pour dire que Samuel doit faire preuve, j'allais dire, de patriotisme, parce qu'au-delà de l'ego, en tant que footballeur... On va entrer dans la solution tout à l'heure. Maître Célestin Diamani, j'interpelle le juriste quand même. Le juriste, oui. Ok, j'interpelle le juriste. La FECAFOOT brandit le décret du 26 septembre portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football, le MIDCEP, la convention du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football. Entre les deux textes, lequel est en vigueur dans le cas d'espèce? D'abord, il faut comprendre que si je vous pose la question, mon cher Olivier, le Cameroun est-il un état de droit ou une jungle? Vous me répondrez, le Cameroun est un état de droit. Tout à fait. Ça veut donc dire que cet état vit sur la base des textes. Quand on regarde la hiérarchie des normes, on ne peut pas confondre une convention, qui est un contrat entre plusieurs parties, et un règlement, un décret qui est un règlement, qui est une norme au-dessus. On ne peut pas les confondre. Le président de la République lui-même a pris un décret le 26 septembre 2014 qui matérialise les compétences de la FECAFOOT, qui est une association de droit privé, mais qui a une délégation de service public, et effectivement le ministère de tutelle. En termes de compétences de gestion administrative et technique du personnel recruté pour les sélections nationales, la responsabilité incombe à la FECAFOOT. Ça veut dire que concrètement, quand on veut un entraîneur, ça se fait sous tous les magistères. C'est le président de la FECAFOOT, disons la FECAFOOT, qui fait sa shortlist et qui soumet au ministre de tutelle, quitte à lui à le soumettre à son tour au président de la République. Conformément à quel texte? Exactement. Qui est un règlement supérieur, qui est un règlement, un décret, pardon, supérieur à une convention. Qui y a eu, parce qu'on parle d'accord entre le MINCEP en 2015 et la FECAFOOT, c'est une convention, s'il vous plaît. La convention ne veut pas dire qu'il faut briser le lien sacré qui est gravé dans notre Constitution, qui est la hiérarchie des normes. Eto'o-Fils, qui est un grand manager, très grand manager, a dit que nous sommes un État de droit. Il se fonde sur le décret qui n'est pas abrogé. Quand une loi est imparfaite ou défectueuse, il y a soit une loi rectificative, soit une loi abrogative.
Une convention ne peut pas devenir, par enchantement, une loi rectificative pour compléter les obscurités d'une loi. Ce n'est pas possible. Pour compléter les manquements. De toute façon, quand on écoute le discours du président de la République le 10 février 2024, il n'entend pas que M. Molekombi piétine la loi. Le président de la République, M. Paul Biya, est un légaliste, enfin, censé l'être. Il est imputé, il est réputé comme ça, légaliste. Est-ce que son discours donnait mandat à Molekombi de piétiner les lois du Cameroun? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il doit respecter. Il s'agit de l'image du Cameroun au niveau international. Monsieur Molekombi n'est pas au-dessus des lois. Les lois sont au-dessus des hommes dans une république. Eto'o-Fils demande simplement, il n'a pas à démissionner. Parce que si on fait valoir la thèse de la démission, ça veut dire que quelqu'un l'empêche de travailler. C'est ce que ça veut dire. S'il est acculé, ça veut dire que quelqu'un l'empêche de travailler. Je rappelle que Eto'o-Fils a été élu, il n'a pas été nommé. Et pour la première fois au Cameroun, en Afrique, une élection qui était médiatisée. Pour la première fois. Tout le monde a vu qu'Eto'o a été élu. Il se fonde sur les textes de la FECAFOOT, sur les règlements de la République. Monsieur Molekombi est dans une situation d'illégalité. Si la FIFA se fâche maintenant, comment est-ce qu'on va nous regarder? Comment est-ce qu'on va regarder M. Molekombi? Si M. Infantino dit maintenant qu'on applique les règles de la FIFA, ça veut dire qu'on peut être mis out, on peut être suspendu. Parce que là, si la FECAFOOT, comme le dit Eto'o, refuse de signer parce qu'il a commis une lettre, un communiqué, il refuse de signer, il ne reconnaît pas M. Marc Brice, qui est une friperie belge. Il faut bien le dire. Parce que quand on veut recruter un entraîneur, il y a quand même des critères sérieux. Quand on parle, on me demande si M. Claude Leroy, si M. Lechantre étaient des entraîneurs reconnus. J'ai dit, mais à l'époque, il ne faut pas comparer, on avait des footballeurs géniaux. L'entraîneur était juste une formalité. Okay. Aujourd'hui, on a vu la Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait à la Côte d'Ivoire. Évidemment, Rigobertson nous a foutus dans la merde. On ne reconnaissait pas le Hemley. On n'a pas reconnu les lions indomptables. Le Qatar encore, ça passe. On a battu le Brésil, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire, c'était la Bérésina. C'est une catastrophe. Et le président de la République, qui était un téléspectateur, j'imagine, a dû être choqué aussi par le spectacle offert par les lions. Et je comprends humainement la réaction du président, qui n'a pas cité Eto'o. Il dit simplement qu'on a mis de l'argent dans les lions, ce qui est la propriété, effectivement, de l'État. Maintenant, on a le droit d'exiger des résultats. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Molekombi va piétiner la loi. D'accord. Eto'o ne doit pas signer cette nomination. Et effectivement, ça crée un conflit qui n'est pas résolu par la Convention de 2015. D'accord. Emmanuel Marop, le ministre dit dans son texte qu'il s'appuie en outre non seulement sur la Convention de 2015, mais aussi sur les instructions du chef de l'État dans son message à la Nation le 10 février dernier, qui avait dit clairement qu'il a prescrit au MINSEP de prendre la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates. Il se trouve que la FECAFOOT revendique aussi les instructions du chef de l'État, notamment à travers cet arrêté de 2014. Finalement, est-ce que c'est l'interprétation des instructions du chef de l'État qui fait problème dans cette affaire? On peut le dire comme ça, eu égard à ce qui précède, en toute honnêteté. Mais il y a de la profondeur. Il y a ce qui se passe généralement, c'est que on sait ce qui se passe, on sait ce qui doit se passer, on sait comment ça doit se faire, voyez-vous. Permettez-moi déjà de ne pas d'être réservé à l'endroit du président de la Fédération camerounaise de football, pour la simple raison qu'il portera en terre son père la semaine prochaine. Donc vraiment, pour cette raison, je me dois d'être réservé à l'endroit de l'institution FECAFOOT de la personne qui l'incarne, en la personne de Samuel Eto'o-Fils. Je me dois d'être le plus réservé possible parce que la semaine prochaine, il portera son père en terre. Et chez nous, les Bantous, généralement, quand il y a un deuil, quand il y a un décès, on tait les querelles, justement, on accompagne le mort. Donc j'en profite pour souhaiter que la terre des ancêtres de son géniteur de père lui soit légère sur ce plateau. Maintenant, je reviens et j'ajoute ceci. Il se trouve que le Cameroun fait partie des associations, autrement dit des fédérations,
qui forment la Fédération internationale de football association. Et d'après la Fédération internationale de football association, voyez-vous, les associations se doivent être, j'allais dire, souveraines, j'allais dire autonomes entièrement. Une association ici veut dire fédération. À la 3F, par exemple, Célestin et certainement l'honorable le savent mieux que moi, ils y ont vécu longtemps. À la 3F, l'État de France ne s'y mêle pas. Autrement dit, Diallo, aujourd'hui qui assure l'intérim, est celui-là qui peut démettre Didier Deschamps ou bien lui faire proroger son contrat. C'est le président de la 3F. C'est comme ça que ça se passe. Dans toutes les républiques où, j'allais dire, c'est pratiqué entièrement comme la FIFA veut, la fédération est autonome sur le plan technique, sur le plan administratif, sur le plan pécuniaire, autrement dit sur le plan financier. Et quand donc le président de la fédération, de l'association, prend sur lui de recruter un sélectionneur, c'est lui qui le paye, ou du moins c'est la fédération qui le paye, c'est le patron de la fédération qui est le boss, voyez-vous, parce qu'elle est autonome de manière totale. Chez nous au Cameroun, malheureusement, donc je voulais aussi ajouter en passant, avant que de revenir, c'est très important de le mentionner, Célestin l'a dit, ingérence, etc. Mais en toute honnêteté, Célestin, l'ingérence de la FIFA, en réalité, est à tête chercheuse. Pourquoi je le dis ? Parce que même en France, on le sait, au sorti de Nice-Là, on a débarqué le président de la 3F. C'est l'État de France qui l'a débarqué. La FIFA n'est pas intervenue, voyez-vous. Autre chose, on a souvenance, quand le président Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, accédait au perchoir du 6 octobre au Caire, c'est le siège de la Confédération africaine de football, le président Gianni Infantino a fait le tour de certaines capitales africaines, non pas pour rencontrer les présidents de fédération, mais les chefs d'État. C'était pour, peut-être pas leur intimer l'ordre, mais pour orienter, j'allais dire, l'élection du président Gianni Infantino. Je me serais attendu qu'à l'époque, le président Gianni Infantino de la Fédération internationale de football association s'adressa directement au président des associations Kenini. Il est rentré dans les palaces présidentiels justement pour donner la ligne de conduite à tenir. Donc après qu'il soit parti, les présidents de la République, forcément, cette fois-là, on aurait pu parler d'ingérence, se sont adressés aux présidents des associations pour leur demander de voter pour Motsepe. Heureusement qu'il y a eu une candidature unique. Autre chose, c'est très important de le noter, nous au Cameroun, malheureusement, il y a ce que d'aucuns appelleraient, je vous donne la chèvre, je tiens la corde. Au Cameroun, malheureusement, la fédération, et ça depuis Mathusalem, n'est pas totalement autonome. C'est-à-dire quoi? Il peut avoir l'autonomie administrative, technique, tout ce que vous voulez, mais l'autonomie financière relève du domaine de l'État du Cameroun. C'est à partir de là que tous les problèmes que nous rencontrons entre qui nomme le sélectionneur ou qui le paye se posent. Le cas échéant, il faudrait que nous le comprenions bien, et c'est sympa que vous m'ayez questionné là-dessus. Le problème de fond, je ne dirais pas qui commence, mais c'est à l'issue du discours de l'adresse à la nation du premier sportif camerounais le 10 février dernier. C'est très, très, très important. À partir du moment, l'honorable a dit, tout le monde s'accorde à aller dans le même sens, sauf que votre question, elle a trait à la façon d'interpréter. Heureusement qu'on a des juristes ici. On a un avocat, Célestin aussi a fait des cours de droit, donc ils sont mieux outillés pour nous en donner, je veux dire, la différence, ou du moins la quintessence de ce discours. Mais à partir du moment, c'est très important de le mentionner, le président, on l'a vu, je dirais, un peu furieux, entre guillemets, parce qu'à chaque fois que le premier sportif camerounais, dans ses discours, faisait allusion aux Lions indomptables, c'était pour se servir de la notoriété, des résultats positifs des Lions, justement, peut-être pour se faire une place au soleil, on va le dire comme ça, de manière générale. On a souvenance du 8 juin 90 au stade de Giuseppe Meazza, ou bien San Siro, c'est selon, parce que San Siro, quand c'est le bilan, c'est qu'il utilise, Giuseppe Meazza, quand c'est l'Inter de Milan. À l'issue du match, but marqué par François Oumambi, au demeurant reconduit comme premier adjoint, mais le président était congratulé par ses pairs du monde entier. C'est lui qui était la star. Et à chaque fois, il se servait de ces discours des Lions indomptables, justement, pour se faire une place au soleil, comme je l'ai dit, président, et quand les Lions indomptables réussissaient. Mais c'est la toute première fois que le chef de l'État, pendant près de 2 minutes, et c'est très important de le mentionner, pour ceux qui savent interpréter les discours du président, fait mention, justement, de quelque chose, du verre dans le fruit qui est dans notre football, en mentionnant que, en faisant entendre à tous les Camerounais que l'État du Cameroun, les contribuables du Camerounais que nous sommes, mettons de l'argent, énormément d'argent dans le football
camerounais. Et compte tenu du résultat qui n'a pas été sympathique, il faut bien que le MINSEP, qui au demeurant est garant de tous les sports au Cameroun, prenne le taureau par les cornes. Mais maintenant, pour finir, si ça pourrait être une question d'interprétation, je le dis au conditionnel, mais pensez-vous que le ministre des Sports, évidemment, personne ne lui contestera justement son savoir juridique, etc., etc. C'est un professeur agrégé, etc. Pensez-vous que le ministre qui a écouté ce discours en soit aujourd'hui à l'interpréter d'une certaine manière? Je ne le pense pas, personnellement. Donc, c'est très important de le dire. Moi, j'aurais souhaité peut-être qu'on fera des émissions entières là-dessus. Il me semble, pour finir, il faut toujours le noter. Si la Fédération camerounaise de football existe, ça veut dire que les gouvernants, mon cher Célestin, mon cher maître, l'État du Cameroun, pour faire simple, lui donne un pan du pouvoir. Maintenant, l'État du Cameroun, à supposer, vraiment, je le dis pour finir, on a encore quelques minutes à ergoter dessus, à supposer qu'au sortir de cette émission, ou bien pendant que nous sommes en train de le faire, que l'État du Cameroun prenne la résolution de retirer l'agrément à l'Africa Foot. Ben, il n'existe pas. Et dans ce cas, ni la FIFA, ni la CAF n'aura le dessus sur la Fédération camerounaise de football, ou du moins le président de la Fédération actuelle ne pourrait aller, j'allais dire, s'adresser à eux. Donc, pour finir, tenons compte de ça à chaque fois que pour que la Fédération camerounaise existe, pour qu'elle ait ses pouvoirs, c'est l'État du Cameroun qui lui donne un pan de ses pouvoirs. Et si d'aventure l'État du Cameroun, par la personne qui incarne notre football, veut mettre un peu de l'ordre comme il entend, ben, il est de bonne loi, à mon avis, peut-être d'aller dans le même sens. Sauf si c'est très important pour finir, j'en suis avec Maître en off, vraiment en 10 secondes, peut-être il est acté et scellé que les hautes instructions, justement, dont on parle, en réalité ne le sont pas. Là, c'est une autre paire de manches. Pour finir, tous les sélectionneurs depuis au moins 2 décennies ont été nommés de la même façon, sous haute instruction. Donc, ce n'est pas celui-ci qu'on devrait contester parce que peut-être le président de la Fédé n'entend pas ça. On vous a suivi. Voilà. Célestin, et ensuite... Alors, d'abord, il ne faut pas créer... Il n'y a pas... Normalement, c'était moi. Il n'y a pas... Non, il faut réagir son plateau. Allez-y, Célestin. Il n'y a pas d'automaticité entre professeur agrégé et compétences. Je me rappelle qu'en 2018, il y a un professeur agrégé qui s'était proclamé président élu, contrairement à la décision du Conseil constitutionnel. C'était une parenthèse. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas soutenir à la fois la thèse de l'autonomie totale d'une fédération et effectivement... Et comme ça devrait se faire. L'autonomie totale d'une fédération, qui est d'ailleurs défendue par la FIFA dans ses textes, et en même temps l'ingérence gouvernementale. Je pense, à mon avis, que parce que la politique est partout, il y a la politique à la FIFA. Quand M. Infantino vient voir le chef d'État, il fait de la politique aussi. Il sait qu'il y a quand même une relation entre l'État, qui est propriétaire des équipes Fagnon, et les fédérations de football dans chaque pays. Il fait de la politique. Mais ça ne remet pas en cause les textes de la FIFA. Par ailleurs, je considère que le fond du problème, en tout cas pour moi, Olivier, sur le plan éthique, c'était d'impliquer la FIFA Foot dans les consultations. Ce qui est inadmissible, c'est que le ministre Moïse Kombi ait compris qu'il fallait absolument, peut-être qu'il a lu le président de manière un peu particulière, il a compris qu'il fallait absolument écarter Samuel Eto'o. Alors, est-ce une consigne de la présidence? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait au minimum, quand même, impliquer l'Africa Foot. Vous ouvrez une brèche sur la... Non, mais c'est ça la vérité. Parce que le vrai problème qui se passe, en vérité, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que Samuel Eto'o, que je répète, c'est un grand manager, depuis 1959. Personne n'a fait mieux que lui. Son seul problème, c'est son âme damnée, Rigobertson. Et je lui avais écrit pour lui demander de se défaire de son après le Qatar. Et l'origine du problème, c'est qu'en fait le président de la République, qui regarde la télé, parce que j'ai appris qu'il regarde beaucoup la télé, a été sur le plan humain comme nous choqué par l'image et son étaler toute son incompétence. Et c'est ça qui noie en fait Eto'o. Non, sauf que c'est entre... Non, c'est lié. C'est lié. Maître Kak, cette question que je vais vous poser, je vous pose la question. Cette question que je vais vous poser, le ministre, dans son texte,
annonce qu'il a reçu des propositions de la fédération, avec des prétentions salariales un peu exorbitantes. C'est vrai qu'on imagine que peut-être il aurait pu revenir vers la FECAFOOT pour dire, bon voilà, tu peux proposer d'autres candidatures, mais il a directement nommé comme ça. Est-ce que ce n'est pas un peu une façon d'attiser cette guerre entre la FECAFOOT? Bien, est-ce qu'il n'a pas un peu méprisé la FECAFOOT? Non, je ne pense pas qu'il ait méprisé la FECAFOOT. Moi, nous sommes des juristes. Célestin, c'est un juriste, peut-être n'est pas praticien du droit, mais c'est un juriste de formation. Quand il vient sur un plateau comme ça, sur un sujet comme celui-ci, il faut qu'il fasse des analyses. Parce que là, j'ai l'impression, je le dis très honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps il est le défenseur à titre de Samuel. Parce que là, franchement, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais je veux qu'on reste dans les analyses. Lorsque vous lisez le décret, moi je suis juriste, je ne reste que sur le droit. Lorsque vous lisez le décret du 26 septembre 2014 que le président de la FECAFOOT invoque, lisez l'article 3, alinéa 1. On vous dit la gestion administrative, technique. La gestion technique, la gestion sportive relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Relève. Absolument. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on fasse l'exégèse des mots. Quand on vous dit gestion technique, gestion sportive, c'est des notions vagues. Absolument. Absolument. Est-ce qu'en parlant de notion de gestion sportive ou de gestion, est-ce que ça confère un pouvoir de nomination? Est-ce qu'on peut partir de cette disposition pour dire que le président de la fédération a compétence pour nommer? Je dis non. C'est une ambiguïté, il fallait clarifier cela. Et donc, lorsque nous venons dans la convention, article 9, on vous dit que le recrutement des sélectionneurs se fait de deux façons. Article 9 de la Convention. La Convention du 5 février 2015, qui a connu un amendement le 4 mai 2016. Article 9, alinéa 1er. On vous dit qu'on recrute les sélectionneurs de deux façons. Première façon, par la signature d'un contrat de travail par le président de la Fédération camerounaise de football. Je m'arrête d'abord là. Je vous dis là maintenant, c'est un expert du droit du sport qui vous parle. Lorsqu'on vous parle de recrutement de la nomination d'un sélectionneur, il y a trois étapes. Il faut d'abord le nommer. Absolument. Après, il faut le contractualiser. Après, il faut le prendre en charge. C'est trois étapes. La nomination, la contractualisation et la prise en charge. Vous pouvez le vérifier. Vous comprenez? La première étape, c'est la nomination. Or, la convention parle de la contractualisation, qui est la deuxième étape. On ne peut pas contractualiser quelqu'un qui n'a pas été nommé. On commence par la nomination, on ne sait pas prononcer. On ne sait pas prononcer sur l'autorité compétente pour nommer. Donc, on ne peut pas se fonder sur cet article pour dire qu'on a donné le pouvoir de nomination au président de la fédération. On lui a donné le pouvoir parce qu'en réalité, comment ça se passe? Comme on lui a dit, c'est vous qui gérez sportivement l'équipe nationale. Ça veut dire que lorsqu'on nomme un entraîneur, c'est lui qui doit signer le contrat. Sauf qu'ici, dans le contexte camerounais, il y a une spécificité. La spécificité, c'est quoi? C'est que c'est l'État qui n'est pas co-contractant qui paie le salaire. Absolument, absolument. Alors que dans tous les autres pays, c'est très important parce que, quand nous venons ici, il faut que les téléspectateurs qui nous écoutent retiennent quelque chose. Je vous dis, parce qu'il y a des juristes que j'ai suivis qui ont dit non, le contrat, la loi dit que c'est le président de la fédération qui signe le contrat. On ne peut pas signer le contrat de quelqu'un qui n'a pas été nommé. Or, la contractualisation ici, c'est la deuxième étape qui vient après la nomination. Et maintenant, la même disposition vous dit que l'État peut également mettre à la disposition de la fédération des encadreurs. Et le ministre semble nous dire aujourd'hui, à Mondo Vision et dans tous ses écrits, qu'en fait, c'est cette disposition que lui l'a exploitée. En mettant... Maintenant, je suivais notre débat juridique sur la notion de mise à disposition. Il y en a qui vous disent que oui, c'est une notion de droit administratif, qui en réalité consiste pour l'État à mettre à la disposition de certaines structures, certains de ses agents. Là également, ce n'est pas une bonne interprétation. Ici, la vérité, c'est que cette disposition doit être interprétée de manière téléologique et de manière littérale. Téléologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit rechercher l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se pose comme problème ici, à ce niveau? C'est qu'en fait,
la mise à disposition ici suppose que l'État peut recruter et mettre à la disposition la fédération. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous avez entièrement raison, maître. J'ajoute même de l'eau à votre moulin. À partir du moment où l'État sait de manière pertinente, et je l'ai dit, que la FIFA, en réalité, pour ces associations, accorde, ou du moins voudrait que les associations soient automatiquement autonomes. Et c'est pour cela que l'État a... Je voulais juste donner cette notion technique. Là maintenant, c'est un dossier technique. Ce n'est pas un problème de fanatisme, ce n'est pas un problème de part. C'est un problème de droit qui se pose. Je vous dis, lisons les deux textes. Nous lisons le décret, nous lisons la convention. Nulle part vous ne verrez qu'on a conféré le pouvoir de nomination au président de la fédération. Ce que je vais donc dire maintenant, c'est que moi je pense, ça je le dis très honnêtement. Mais sauf que la fédération, pour relancer, la fédération s'appuie aussi sur les statuts de la fédération qui confèrent au comité exécutif le pouvoir de recommander au président de la FECAFOOT de proposer. Je pense que c'est dans ce sens, justement, qu'ils ont donné 72 heures à Samuel Eto'o pour proposer. Les statuts de la FECAFOOT, c'est un texte interne. Mais le texte qui est opposable ici, c'est le décret. Ensuite, la convention qui sert, j'allais dire, de texte d'application du décret. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que je voulais dire pour chuter, c'est que j'ai l'impression, ça je le dis très honnêtement, l'impression personnelle que j'ai eue, c'est que les juristes de la FECAFOOT n'ont pas fait une analyse froide de la situation. Ils n'ont pas donné tous les outils juridiques au président avant de faire ces sorties. Parce que j'ai eu l'impression que ça a été des sorties prématurées qui n'ont pas eu véritablement le temps d'examiner. Des fondements véritablement juridiques. D'accord. Maryse Bell, quelles peuvent être les conséquences de cette bataille sur le fonctionnement de l'équipe nationale du football camerounais? De la FIFA. Désastreux. Moi, cette situation me gêne. J'ai ici le texte du président de la République et je voudrais que Samuel Eto'o l'entende comme je vais le lui lire. C'est le président de la République qui parle. Samuel Eto'o, je sais l'importance que le peuple camerounais accorde au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent à de lourds sacrifices financiers à cet égard. Et tu le sais, Samuel. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Je vais y veiller. Le gouvernement, et tout particulièrement le ministre en charge des sports, ont reçu des instructions claires sur le sujet. Quand tu es un proche du président, là maintenant je parle comme une femme politique, moi je ne suis pas juriste, et je suis d'accord que le droit passe avant, parce que si nous sommes un état de droit, il faut qu'on soit focalisé sur le droit. Mais maintenant, il y a d'autres choses importantes. D'autres pesanteurs, d'autres paramètres que Eto'o-fils devrait intégrer. Quand son père, parce que je l'ai entendu appeler le président mon père à plusieurs reprises, lui dit qu'il va veiller à ce qu'il y ait une correction et que les choses se passent comme elles sont en train de se passer, comme il aime le Cameroun, parce que je suis persuadé que Eto'o-fils aime le Cameroun. Comme il aime le football, je suis persuadé que Eto'o-fils aime le football, il fait profil bas. Il fait profil bas. Cette bataille juridique ne va pas être efficace. Le peuple camerounais ne va y rien gagner, le football non plus. Donc, je pense que honnêtement, en faisant profil bas, d'abord, il respecte son père. Et maintenant, il se met dans la posture de quelqu'un, d'un acteur facilitateur, qui va faire que les choses aboutissent quand même et se mettent en place. Et je pense que ça aussi va faire que le ministre des Sports, voyant cette attitude, va certainement comment dirais-je, faire un appel de pied à Samuel, au président de l'institution, pour dire, de toute façon, nous sommes obligés de faire ensemble. Nous devons réussir ensemble. Nous devons construire ensemble. Je suis content que tu aies baissé un peu ta garde.
viens, on va voir ce qu'on va faire ensemble pour réussir. Je pense que c'est pour ça que je dis, s'il n'y arrive pas, peut-être par ego, s'il n'y arrive pas, alors c'est mieux qu'il démissionne parce qu'il sera plus en cohérence avec lui-même. Voilà, d'accord. Emmanuel, je vous pose la question. Comment vous analysez la décision du comité exécutif qui a recommandé à Samuel Eto'o de nommer de proposer un nouveau staff? Est-ce qu'il s'agit là de répondre ouvertement à la guerre contre le ministre? Quel peut être l'enjeu si on sait que forcément, avec 2 équipes nationales, ça va créer le désordre? Je vais vous dire une chose. Je me réjouis justement que l'honorable ait pris sa posture de femme politique pour dire des choses d'une sympathie à nul autre pareil. Évidemment, je ne suis pas un homme politique, mais je voudrais lui ressembler un peu. C'est très important de le noter. Vous savez, dans ce pays, il faut savoir interpréter certains faits et gestes. Il faut savoir lire la nature. Il faut savoir lire dans la boule de cristal, voyez-vous. C'est vrai que d'aucuns vous diront ceci, qu'il est un groupe de mots qui revient régulièrement sous haute instruction. Il peut s'avérer justement que l'instruction à proprement parler ne soit pas haute. Je vais le dire comme ça. Moi, je pense que c'est la seule raison en l'état qui peut pousser le COMEX et singulièrement son président à aller en front office. Voyez-vous. Mais je ne me réjouis jamais assez des propos de l'honorable dans ce sens que je partage entièrement. Quand vous regardez l'exécutif actuel, honnêtement, il n'y a pas 2-3 semaines, Maître le sait, Célestin aussi, on a parlé, le Cameroun a été la risée du monde entier, en parlant de scandales inhérents aux âges. On peut faire une sorte de rétrospective. On sait de manière pertinente, je vais aller vite faire, que sous cet exécutif, il y a le problème Concessao qui a été limogé à la va-vite. Et il faut le payer, il faut le dédommager. Il y a le problème corps sportif qui revient. Il y a le problème monosport qui revient, des bus, etc. qu'on a promis. Il y a pas mal de tares quand même qui ont été constatés sous cette mandature, voyez-vous, qui est en train d'être, qui se poursuit, voyez-vous. Et que la Coupe d'Afrique des Nations, qui aurait pu être, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt, que le Cameroun soit sorti au 8e de finale dans les conditions que l'on sait. Parce qu'il y a les affaires André Onana, dont on connaît qui il est le meilleur, il y a les affaires Choupo-Moting, il y a certaines affaires qui sont venues entacher le bon déroulement du Cameroun à la CAN. Ça veut dire que si on avait, avec tous nos éléments perdus, ça aurait fait de mal à personne. Mais on suppose que s'il y avait eu certains éléments, le Cameroun serait passé. Célestin parlait du Qatar, on fait fi de ça, j'en ai terminé. Quand on regarde tout ça, et que le 10 février dernier, le premier sportif du Cameroun, il n'a jamais fait ça. Ça, je vous le dis. Il s'est toujours saisi des résultats du Cameroun, justement, pour se faire une place au soleil. Vraiment, je le dis et je ne le redirai jamais assez. Mais que pour l'adresse à la nation, sachant l'importance du football au Cameroun et la place qu'il occupe au sein des jeunes, qui leur disent ce que Marlise vient de lire, il faut faire un peu attention. Mais moi, je me serais attendu que l'exécutif de la fédération, aidé en cela par son président, même s'il ne démissionne pas, tout au moins, pour démontrer qu'ils sont là pour l'intérêt du football et non peut-être pour interpréter les lois. Voyez-vous. Parce que même quand on a raison, pour un intérêt supérieur de la nation, parce que le ministre des Sports est le garant des sports au Cameroun, parce que le président de la République lui a donné un quitus d'aller arranger le problème, même si ce n'est pas dans ce sens. Si moi je suis à la fédération, je dis ok, laissons tomber pour une fois. L'important n'est pas que nous soyons là, l'important est que ça marche. J'aurais fait pareil. Je n'aurais peut-être même pas démissionné, mais je dis ok, je m'en tiens à ce que le ministre a dit, moi je reste en recul. Ok, Maître Célestin Diamène, pardon. Est-ce que le président de la FECAFOOT risque gros dans cette affaire? Parce que le président de la FECAFOOT, parce que avec 2 sélections nationales, finalement, on peut s'attendre à ce que la FIFA ou les instances internationales interviennent. Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, la FIFA n'accepte pas, dans ses textes, ne tolère pas l'ingérence de l'État dans les affaires d'une association autonome. Célestin, les nominations des sélectionneurs se sont toujours fait pareil. Non, attends. Quand vous lisez bien l'article 9, le décret de 2014, de la Convention
de 2015. Célestin sont arrivés S'il comment? te plaît, laisse-moi argumenter. Laisse-le chuter. Quand on lit très bien l'article 9 de la Convention de 2015 entre le MINSEP et la FECAFOOT, il y a 3 alinéas. Le premier dit que le recrutement, on parle du recrutement des membres de la structure d'encadrement de sélection nationale relève de la compétence de la FECAFOOT après avis obligatoire du MINSEP. Avis obligatoire, mais avis quand même. Ça veut donc dire que cet avis ne lie pas forcément le président de la FECAFOOT. Pour être terre à terre pour ceux qui nous regardent. Je suis président de la FECAFOOT, je fais ma shortlist. Je ne peux pas publier mon choix de manière ostentatoire ni directe. Je dois soumettre cet avis-là au MINSEP parce que l'avis est obligatoire. Mais au final, c'est de cette shortlist que sortira l'entraîneur principal. L'alinéa 2. L'alinéa 2 parle effectivement du paiement, la rémunération de l'entraîneur principal et ses adjoints. Ça, c'est l'État, dans tous les cas de figure. Il y a un deuxième mode de recrutement qui est quasiment équivalent, c'est la mise à disposition. C'est ainsi d'ailleurs que M. Raymond Foubleté, le premier entraîneur de la FECAFOOT en 70, à la CAF, à la CAN, a été recruté. Il était professeur d'EPS. Et que c'est le personnel de l'État qui est mis à la disposition de l'équipe nationale. Comprenez? C'est-à-dire que l'État fait un détachement, prend un de ses agents et le met à la disposition de l'équipe nationale. Raymond Foubleté, Léonard Sequet, qui étaient tous des profs d'EPS. À la base, ouais. Et je rappelle que à la Coupe du Monde 94, c'est Léonard Sequet, ancien prof d'EPS, qui avait qualifié les Lions pour les États-Unis. Henri Michel est venu. Voilà. Donc, ça veut donc dire que, dans le fond, M. Mollet-Kombi a violé la loi. Il est dans une approche d'abrutissement des masses. En réalité, ce ministre a violé la loi. M. Samuel Eto'o n'a pas à démissionner. Il faut questionner les soubresauts du parlementarisme de couloir qui se font dans les alcôves. Qui a intérêt à ce que Samuel Eto'o démissionne? Je rappelle qu'il a été élu. Il n'a aucune obligation, ayant reçu mandat des présidents de clubs qui l'ont élu, d'aller jusqu'au terme de ce mandat-là. D'accord, Célestin, je vous relance. Voilà ce que je veux dire. Si Eto'o fonce dans cette bataille et que finalement, il désigne un nouveau staff qui, le ministre, je suppose, l'État du Cameroun a pour devoir de payer les salaires du staff technique, des membres du staff technique. Ouais. Comment est-ce que Eto'o va gérer? Bon, le problème, c'est que, et je crois que M. Maroub l'a relevé, c'est que la caisse de la FECAFOOT n'est pas assez pleine, conséquente. Qui fait que la FECAFOOT est souvent dans la nécessité, dans les besoins de tendre la main sur le plan financier. Attendez. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir. Non, ça veut dire que quand le travail a été fait, il faut qu'il soit payé. S'il ne peut pas payer, il est embarrassé. Non, nous sommes en droit. Justement, parce qu'il y a des moyens de financement de la FECAFOOT, logiquement. Il y a une tare aujourd'hui qui fait que la FECAFOOT n'arrive pas, certainement, à trouver les 3 F. La France, que tu as citée, n'ont pas besoin de l'État. Non, du tout. D'ailleurs, ce n'est pas l'État qui débarque le GRET. Oh, si. Non, c'est le comité exécutif des 3F. Mais quand il rentre de Naïsna, moi j'ai été à Naïsna, quand il rentre de l'Afrique du Sud, il se fait recevoir par... Se faire recevoir veut dire quoi? C'est le cas de la FECAFOOT. Je vais vous dire... D'accord, c'est le cas de la FECAFOOT. Parce qu'il nous reste beaucoup. Soyons efficaces. Sur la FIFA, je vous assure que les textes sont très clairs. La Fédération camerounaise de football, dit FECAFOOT, est une association de droit privé qui a reçu délégation du service public de l'État du Cameroun pour gérer, sur le plan technique, sur le plan administratif, les lions indomptables. Maintenant, chacun a son exégèse.
Maître Cac a dit, voilà, il pense que ça voudrait plutôt dire que chacun sa manière d'appréhender les choses. Cette liberté n'est valable Non, que mais si pour tu moi, sais payer. mais pour moi. Tu ne sais pas payer, c'est Mais l'État pour qui moi, paye. mais pour moi, Tu es en mais pour moi. difficulté. Oui, je sais qu'il y a l'adage qui donne ordonne. C'est-à-dire que la main qui donne doit... Non, mais dans le fond, il s'agit de droits honorables. Et on ne peut pas mépriser Samuel Eto'o à ce point-là. Non, mais il s'agit de non, droit. non, non. Concernant ton analyse. Tu sais pourquoi Concernant l'analyse de Caca, tu sais c'est pourquoi pas la même chose. Hein. Oui, Vous mais ne c'est- dites pas la même chose. On a le droit d'être en désaccord. Tu sais Voilà. pourquoi tu veux la démission de Samuel Eto'o? Non, je ne veux pas la démission de Samuel Tu le Eto'o. souhaites? Non, même pas. Tu l'as dit plusieurs fois, Non, je non, le non. souhaite. J'ai Elle le dit, souhaite. je préfère qu'il fasse profil bas. Qu'il démissionne. Mais si... Non. Tu l'as dit ici. Non, attends, elle ne peut pas nier ce qu'elle a dit quand même. Donne-moi la possibilité peut-être de qu'elle le a- dire. non, elle ne peut J'ai pas dit- nier, elle a dit non, trois non, fois non, maintenant. non, j'ai dit que Eto'o-fils Devrait a- démissionner. Non, il a... Mais on a la bande, hein. Oui, mais attends. Elle clarifie- Eto'o-fils, elle clarifie sa soit... position maintenant. Soit... Non, je l'ai dit avant. Soit il fait profil bas, ça veut dire qu'il collabore. Soit, s'il n'est pas en capacité de collaborer pour des raisons qui lui sont propres, il démissionne parce que de toute façon, Voilà. l'équipe Ah, tu as ne donc demandé fonctionnera la pas. démission. D'accord. Ah ouais. Ça veut dire quoi collaborer? Non, Bon, la FIFA non. est très Mais claire. collaborer, ça veut dire être capable de D'accord. travailler Il a un avec. mandat, le président. Oui, du mais club. si ton Il mandat doit ne te gérer. sert à rien. Je suis d'accord que, en S'il vous plaît, substance, s'il vous plaît. il y a la débarque de la Côte d'Ivoire qui a D'accord. fait du mal à. C'est vraiment sur le plan non juridique. Mais hein. c'est- D'accord, C'est ça le fond du problème. D'accord, En fait. on va sortir. On va voilà, sortir. donc Et la c'est pas- crise naît de là. Et- Et la et on va- crise naît de là. si on était à- Mais le président si on était se parvenu en lève. demi-finale, Le je pense président que la question serait même parle. pas posée. Le président parle à cause de ça. Voilà. Donc, Là, c'est un autre débat. D'accord, Non, Malice. c'est pas un autre On va débat. sortir de ce débat. Dernier tour de table. Maître Cac, comment voyez-vous le climat de collaboration ah, désormais oui, moi, je- Non, entre les- Vraiment en quelques minutes. Avant et de nous parler reste du tout le climat de collaboration, je tiens à préciser quelque chose ici. Parce que Célestin l'a dit plusieurs fois, quand on parle de l'ingérence de l'État dans les affaires du football, ce n'est pas pour ceux qui ont de cas. Parce que tout le monde sait qu'en Afrique, la FIFA le sait. Il sait que c'est l'État qui est le principal financier du football. Absolument, Vous absolument, comprenez? absolument. Même lorsque nous organisons, on a organisé la CAN dernièrement, quand la délégation de la CAF arrivait, elle allait à étudier. Parce qu'elle savait que c'est le président qui finance. C'est l'État de Cameroun qui est en train de financer. Et là, maintenant, justement, nous sommes dans un cas de figure où, en réalité, le sélectionneur qui est nommé là, son salaire est supporté par l'État. L'État ne peut pas rester le bras croisé. Non. Et de deux, je voulais dire ça pour qu'on se comprenne très bien. Tout à l'heure, Célestin est revenu sur la notion de mise à disposition. Il ne faut pas qu'il confonde la notion de mise à disposition et la notion de détachement. Ce n'est pas la même chose. Vous D'accord. comprenez? Dans la mise à disposition, on peut recruter et mettre à la disposition. Alors que dans le détachement, on ne peut prendre que l'agent qui est déjà là pour le détacher. Mais au fond, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est ça qui Je ne dis pas que ce pourrit. n'est pas la même chose. Maintenant, ce que je voulais dire pour chuter, c'est que, objectivement, j'ai l'impression que l'entourage des professionnels de droit qui gère, en fait, qui m'a dit l'entourage du président Eto'o, ses collaborateurs qui gèrent les questions juridiques, l'ont embarqué dans une situation qui est un peu difficile. Difficile à Moi, gérer. je pense qu'il a intérêt, effectivement, à faire profil bas et à comprendre que pour des raisons d'État, parce que Voilà. dans ce genre de dossier, Bravo. laissons le juridisme. Bravo, maître, bravo, voilà. Vous comprenez? Privilégier ce qu'on appelle l'environnement de la D'accord. situation. L'environnement pour ça fait que c'est une affaire d'État. C'est pour des raisons d'État que D'accord. le chef de l'État a demandé à son ministre de s'intéresser à ce dossier. Et D'accord. ces décisions ont été prises. Il faut que le président de l'Africa Foot, j'allais dire, prenne acte de ça et reste tranquille. Ça, c'est Malice mon Bell, avis. pour finir, est-ce qu'on doit, parce que le président de l'Africa Foot est déterminé à aller foncer dans son sens, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que finalement le Premier ministre, dans l'intérêt de la nation, réagisse, intervienne, pour tout au moins appeler les deux parties autour de la table? quand il y a crise, parce que là nous sommes en pleine crise, et effectivement, on a besoin de facilitateurs qui viennent un peu au secours. Hein. Et c'est vrai que nos environnements, quand nous sommes dans ces postures de pouvoir, souvent, les environnements ne sont pas aidants. Ils ne sont pas aidants parce que finalement, ils vous renforcent, ils vous tirent vers le bras de fer. Mais le bras de fer ne construit pas. Le bras de fer ne construit pas. Et moi, je pense que si il faut
j'allais dire un facilitateur, le Premier ministre pourrait. Mais je ne vois pas pourquoi lui-même, Eto'o, peut décider d'être le facilitateur de cette situation, de manière à ce qu'on puisse avancer pour le bonheur de tous. D'accord, Emmanuel Marop, est-ce que les Lions indomptables doivent craindre pour la suite? Parce qu'ils ont match en juin. Ils ont match en juin, double fenêtre FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde et de la CAN à venir. Vous savez, je regarde la caméra en 30 secondes, je dis, le président de la Fédération congolaise de football a fait vibrer le Cameroun, il a valablement représenté le Cameroun. Quand il a pris les rênes en 2021, son programme était retour au stade et surtout le footballeur au centre. Bon, si d'aventure, à raison même, je le dis, il lui arrivait justement de prendre une décision qui demain ne servirait pas le Cameroun. Je pense qu'il serait le premier à être indexé. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire que je lui donne même raison. Vraiment, je donne raison à l'exécutif de la fédération, au président de la fédération camerounaise de football. Mais sauf que son père, comme il aime à l'appeler, nous a dit le 10 février dernier qu'il donnerait quitus au MINSEP, garant justement au demeurant des sports au Cameroun de résoudre ce problème. Donc le ministre est en train de résoudre ce problème comme il entend. Certainement aussi parce que ce pays-ci, Marlise le sait davantage, assez particulier. Tout ce que fait le ministre en réalité, je ne voulais pas le dire, il a des instructions de le faire. Et c'est pour cela que nous, on s'évertue ici à dire au président de la fédération, le ministre agit, j'allais dire, par procuration. Et si le ministre agit par procuration, ça veut dire que les instructions lui viennent de loin. Et de ce point de vue-là, il n'est point question de tirer la corde. Même si, je vais finir par là, le ministre faisait des choses pour son gré, je pense que, parce que le footballeur doit être au centre de tout, comme l'avait dit le président de la fédération, il vaudrait mieux faire profil bas pour permettre justement au Cameroun de ne pas se faire frapper. Sinon, ça risque d'être autre chose. Ce sera votre mot de fin. Célestin Diamène, est-ce que Samuel Eto'o ne devrait pas faire profil bas comme beaucoup de gens le demandent? Contrairement à ce que j'ai entendu, le président Samuel Eto'o ne s'est jamais autoproclamé facilitateur de quoi que ce soit. Jamais, à aucun moment. Mais je suis conscient que dans des conflits qui finalement créent des dommages collatéraux pour l'équipe nationale, il faut apaiser, il faut des médiations. Parce qu'après tout, c'est l'intérêt du football camerounais qui doit être au-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Je veux dire par là. Samuel Eto'o, et je mets quiconque au défi, depuis 1959, qu'existe la fonction du président de la FECAFOOT, sur tous les plans, sauf la parenthèse son, est le meilleur manager des Lions indomptables. C'est le meilleur. Je peux facilement le démontrer, tout le monde l'a vu. Les championnats, après Mbomondioya, n'existaient plus, féminin comme masculin, quasiment. Les gradins. C'est mon droit de parole. La plus catastrophique de notre football. Je m'inscris en faux. C'est mon opinion. Je m'inscris en faux et c'est vérifiable. Je m'inscris en faux et c'est vérifiable. Maintenant, il a son premier mandat. Il est à 3 ans de son mandat. Il n'a même pas encore terminé son premier mandat. Et il a tiré à tous les boulets rouges. Ce n'est pas normal. Je dis ceci. Il faut de l'apaisement, c'est vrai. Mais pour qu'il n'y ait pas d'opposition dangereuse pour notre football, il faut que les gens commencent par respecter les lois et les textes. On détruit justement cette cohésion nationale en piétinant les textes. Monsieur Molé-Kombi est dans une parfaite illégalité. Et c'est démontrable. C'est démontrable. Maintenant, je pense que pour terminer, la fonction de sélectionneur national n'est pas une école de formation entre autres. Parce qu'en vérité, en dehors, je vous l'ai dit, de l'épisode de Guillaume Berson, il faudrait qu'à l'avenir, pour signer un contrat avec un coach qui soit camerounais ou non, il faut qu'on lui donne le nombre de défaites ou de victoires à partir duquel il sera maintenu ou pas. D'accord. S'il a franchi plus de 5 défaites consécutives, on lui dit merci.
On le remercie. D'accord. Et il faut que ce soit clair sélection dans les s'est faite prochains sur la contrats. base d'une grille. Mais il y avait il- une grille il- avec des critères. Mais pour Donc ça n'a pas Rigobertson, été fait comme D'accord. ça. pour Rigobertson, C'est un malheureusement, travail on scientifique. a fait du n'importe C'est un quoi. travail Ok. scientifique. Et c'est ça qui emporte Samuel Eto'o, c'est D'accord. Rigobertson finalement. On vous a suivi. Merci Célestin Diamène d'être venu ce dimanche. Chacun Je son sais qu'il y avait encore beaucoup, tellement de choses à dire. Et mais, pardon du retard. Peut-être la semaine prochaine, on pourra revenir encore dessus parce que c'est un sujet qui risque d'animer l'actualité pendant encore beaucoup de temps. Marlys Bell, merci d'être venue ce dimanche. Une fois de plus, nous étions ensemble il y a c'est là quelques semaines. Merci, Emmanuel Maroc. merci de m'avoir 15h30, convié. Manchester, Liverpool, on va voir du bon. Avec entre autres, Onana dans les buts. D'accord, Maître Kak, merci également à vous d'être passé. De sur tous cet les hebdo cas, ce c'est moi dimanche. qui vous remercie. Je pense que nous avons commencé à esquisser Andrew Onana les est solutions. Mais il faut que vous nous donniez encore l'opportunité de nous intéresser davantage à cette question. En tout cas, on va revenir C'est très, très dessus important pour tout Ghana. au long de nos tranches d'informations, notamment. N'oubliez pas les aides de rediffusion. Heureusement que tu étais là, maître Kaka. Parce que c'est Il n'a pas d'argument, j'ai dit gestion. C'est la fin de l'émission, cet hebdo, édition du 7 avril, La Stop gestion, FM. écoutez un peu. S'il vous plaît. Voilà un cas de sauter. Quand on dit gestion, D'accord, c'est la fin de cette hebdo édition du 7 avril. Merci pour votre fidélité à nos programmes et surtout à Spectrum Télévision. Rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche à tous.